Alex, bonsoir. Salut! Je vous présente Alex que j'ai rencontré lors de divers stages de Penchak Silat. Lors de mon dernier live, je vous ai parlé de Molmorni, qui est un maître en Silat avec son style particulier qui est issu de l'île de Brunei. Voilà, c'est quelqu'un qui, je vous encourage à aller voir ses vidéos sur YouTube. Il est juste impressionnant. Et pour ma part, donc pour la petite parenthèse, je m'étais intéressée au Silat suite, bah oui, je suis très très influençable. Alors il y a des gens qui sont influencés par les films porno, bah moi non. Mais par contre, je suis hyper influencée par les films d'arts martiaux. Voilà, chacun son truc. Et un jour, j'ai vu The Raid et bah, du coup, ça a été le choc. J'ai été complètement en extase devant ce film-là. Et donc, à partir de là, je me suis intéressée au Silat et on m'a vivement conseillé de suivre les stages de Molmorni. C'est là où j'ai rencontré Alex, qui lui-même est enseignant de Silat. Donc, je vais te laisser te présenter. Je t'ai présenté sur les réseaux sociaux comme étant enseignant de Silat et de salsa. Rien que ça, déjà, je trouve que c'est génial parce qu'on est en apparence en tout cas, des extrêmes, des opposés complètement extrêmes. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, sur ce que tu fais? Ouais, bah déjà, merci en tout cas de m'inviter, parce que c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, on est, on parle souvent beaucoup ensemble quand on échange, et c'est vrai que c'était assez naturel de se dire, bah un jour on va faire partager ça, parce qu'on brassait énormément de sujets. Mhm. Et donc effectivement, j'enseigne, moi je dis toujours, j'enseigne les arts martiaux, parce que dès qu'on donne un nom à une discipline, on enclave souvent dans la tête des gens un style, en fait, et souvent un style, il est hybride, il est fait de ton expérience. Donc c'est vrai que j'enseigne le Penchak Silat, c'est ce par quoi j'ai commencé à enseigner, mais j'enseigne vraiment surtout ce que je comprends du Penchak et ce que j'ai envie d'y mettre. Je fais un peu ma sauce. Et ça fait maintenant une dizaine d'années. Et j'enseigne également la danse, la salsa, tout ça à Aix-en-Provence depuis aussi une dizaine d'années. C'est mes deux grosses activités, on va dire trois, avec le coaching à côté, où je travaille encore une fois sur le corps, Ouais. euh, pour les gens Et sur le qui... mental, du coup. Ah bah, Parce que complètement. là, la différence entre prof et coach, toi, tu la vois comment, cette différence? La différence entre prof d'arts martiaux, tu veux dire de danse ou... Bah, d'être enseignant, tout simplement, et puis d'être vraiment, d'être coach, ce sont quand même deux démarches différentes, il me semble. Ouais, c'est vrai. Bah, pour moi, au niveau du coaching, c'est surtout que je colle vraiment, au sens figuré, évidemment, je colle Ah, vraiment... ça y est, ça commence! Ça y est, ça dérape. Eh ben Euh, voilà, on parle de cul direct. Ça colle, c'est tout de suite connotation. Je te félicite pas, Alex. Jusqu'à présent, cette émission se passait très bien. Nous étions sérieux. Je me disais, j'ai bien fait mon speech. On est ultra professionnels, les gens y croient. Et là, ça y est, pouf, le mec, il dit ça et je colle, suis quoi. Eh le ben voilà, les pieds dans le plat. guy qui va venir saccager ton émission. Non, en tant que coach, je colle vraiment à la, je suis vraiment obligé de m'adapter en fait à la personne. C'est vraiment extrêmement personnalisé. Hmm. Alors que j'enseigne la danse ou les arts martiaux, j'enseigne avant tout ma vision en fait. Et le mouvement est un petit peu différent quand même. Tu viens vraiment suivre une école entre guillemets, alors qu'en coaching, je fais quand même beaucoup plus de compromis et de consensus pour essayer de faire en sorte que la personne qui est à un point A arrive à un point B, quoi. Mhm. Alors que dans les arts martiaux ou la danse, entre guillemets, il y a un peu plus de souplesse que ça, mais je vais te dire, si ma vision ne te plaît pas ou ne te convient pas, bah, tu peux aller ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que d'ailleurs, c'est une des dérives des arts martiaux ou de la danse ou de tout type d'enseignement, c'est quand on essaye de plaire à tout le monde et de brasser large, alors qu'en fait, il vaut mieux avoir sa personnalité parce Hmm. que bah, fait que le savoir est un peu plus authentique. Oui, puis les élèves vont te suivre pour ça, justement. D'ailleurs, certains dans le chat évoquaient Frank Ropers, qui effectivement est probablement le nom le plus connu en France. Mais après, voilà, il a sa méthode, son niveau qui est indiscutable, mais il a aussi sa propre méthode. Et après, en tant qu'élève, on va avoir des préférences. Moi, comme je le disais, c'est vrai que Molmorny, c'est quelqu'un qui m'inspire non seulement en tant que technicien dans son art martial, mais aussi en tant que personne. Et ça, c'est très important quand vous recevez un enseignement de quelqu'un dont vous respectez les valeurs, surtout lorsqu'il s'agit d'apprendre une discipline qui implique une forme de violence. Si cette personne-là n'a pas des valeurs de respect, par exemple, ça peut être compliqué.
Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et en parlant de respect, il y a Fuel qui dit, je me rappelle du penchak, à chaque fois mes parties prenaient cher. Effectivement, si tu te rappelles de ça, c'est que c'était bien du penchak. Alors, quelqu'un pose la question, c'est quel genre d'art martial? Est-ce que tu peux nous le décrire en quelques mots? Parce que tout le monde ne connaît pas le penchak silat. C'est vrai. Bah, alors, je vais faire deux définitions. Je vais faire la version Wikipédia et la mienne. La version Wikipédia, c'est que, en général, quand tu dis Kung Fu, les gens pensent Chine. Mais alors qu'à l'intérieur, il y a plein de styles d'école. Si je te dis Japon, à l'inverse, tu vas penser karaté avec plein de styles. C'est Bah, vrai. quand on parle des arts martiaux du sud-est asiatique et a fortiori Indonésie, Malaisie, Brunei, bah, tu dis le silat ou le penchak ou le penchak silat. Mais même là-bas, quand j'étais à Brunei, ils ont même d'autres noms encore pour parler de ces arts martiaux qui sont très souvent familiaux avant Mm. d'être des écoles. Et après, pour ce qui est de ma définition, c'est vraiment une discipline extrêmement complète en fonction de ce qu'on veut y chercher en termes de mouvement, justement. Par contre, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, elle a d'énormes lacunes en termes de combat, Ah mais, oui. mais elle est particulièrement orientée pour les armes au début. Et ensuite, on l'a un peu modifié quand même avec beaucoup de percussions, beaucoup de choses. Ouais. Mais très, très riche. Ouais. C'est assez difficile de se représenter. Tu parlais tout à l'heure du film The Raid, c'est ça? Ouais. Ouais. Moi, je pensais que tu avais connu le Silat avant ce film, tu vois, encore. Bah non. Mais c'est vrai que franchement, là, il est top, quoi. Pour découvrir Et le Silat, c'est c'est de la trop balle. beau. Et Voilà, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de techniques de silat dans le cinéma aujourd'hui. On a eu l'ère des films d'arts martiaux stylisés, esthétiques, justement très tigre et dragon, avec des chorégraphies auxquelles on ne croit pas, mais on s'en fout parce que c'est trop beau. Et puis d'un seul coup est arrivé The Raid avec sa brutalité, son efficacité, où là on casse. Et moi, c'est ce qui m'a. Je précise que je suis coach en bien-être et que je fais du yoga et que je il cultive y a la différents bienveillance. maîtres, hein. N'empêche que, moi, ce qui me fascine dans le penchak et ce que j'adore, d'ailleurs en cours, je suis comme une gamine, tout le monde me prend pour une tarée parce que j'ai dit ouais, trop bien, on va arriver, aujourd'hui on va péter des rotules, c'est trop classe. Et moi, ce que j'aime dans le penchak, c'est ça, c'est qu'on va casser les articulations, on va casser la structure. Et en tant que femme, forcément, ça m'interpelle parce que ça me donne une chance, même si ce n'est pas de la self-défense, on est d'accord que ce sont deux choses différentes. Et on peut être très bon dans un art martial, mais pas forcément être opérationnel sur le terrain, en termes de, enfin déjà émotionnellement, mais même techniquement. Mais quand même, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça, quand même, ça peut donner des réflexes hyper efficaces dans le sens où, bah, face à un poids lourd, forcément, si je lui donne un coup de poing comme en boxe, il y a peu de chances que ça fonctionne parce que le mec va pouvoir encaisser. Alors que si je suis technique et que je vais dans les genoux, par exemple, ou dans la gorge, il y a quand même plus de chances euh, de s'en sortir. Bon, on est d'accord que dans une situation réelle, je pars en courant surtout. C'est toujours le premier conseil qu'on donne en self-défense, c'est barrez-vous quoi. Mais voilà, moi ce que j'aime dans le penchak silat, c'est cette technicité ultra vislarde. Ouais, alors c'est marrant parce que je crois qu'on en avait déjà parlé. Moi, tu vois, je pense que bon, je pourrais revenir si besoin plus tard sur l'efficacité, mais sur la douleur, en tout cas, je trouve il y a un côté un peu masochiste dans le silat. Moi, j'ai commencé à Lille à l'Académie Christophe Chavagnier et il y avait vraiment cet état d'esprit extrêmement dur, pas de protection, on va Mm. vraiment, à mon avis, un petit peu proche. Alors, j'y connais rien, mais de ce qu'on trouve en Kyokushinkai ou Ah dans ouais, carrément. Ouais. et je pense qu'il y a un côté un peu, je sais pas, on aime quoi, Ah ouais. aime Ah ouais, rentrer. ouais, ouais, bah, de toute manière, dans les stages, on le voit bien. Combien de fois on se retrouve la tête écrasée contre le sol avec le pied de l'autre ou son genou, et on est obligé de taper sur le sol en disant non, non, mais ça suffit. Mais il y a un truc qui est. Alors, je sais, ouais, je sais pas, c'est. Moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça beau, je trouve ça Mais beau dans sa violence, c'est ça le pire. ça a changé. Tu vois, dans une vidéo récemment, je disais que le, le- la société, tu vois, était vachement. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent toutes seules, l'escalator te lève tout seul, on met la clim quand il fait chaud ou froid. Enfin, on nous facilite beaucoup de choses, on livre les repas, etc. Et je trouve que, quand je parle avec d'autres collègues qui enseignent aussi depuis pas mal de temps, tu peux plus vraiment faire enfin, tu peux toujours, mais il faut l'assumer derrière, mais tu peux plus trop faire ces cours-là, en fait. Les gens
ont un rapport En maintenant. Occident, en tout cas. Ouais, Parce que n'ayons pas peur des mots, Alex. En ouais. Occident, les gens sont des fiottes. C'est ça le Ah, problème. Bah non, mais même la pédagogie a changé. Moi, quand je vois, j'observe les dojos, ou en danse classique aussi, je vois mes neveux et mes nièces. Quand je vois que ma nièce en danse classique, on va rien dire, alors que bah voilà, elle peut arriver en retard, elle va pas forcément avoir son juste au corps de bien mis, elle aura pas forcément de chignon. Il y a un laxisme de dingue parce que les profs ont peur des parents d'élèves. Il faut surtout pas dire aux enfants arrive à l'heure, reste calme. Enfin, évidemment qu'il y a des dojos qui respectent encore ça, mais c'est pareil, moi je l'ai vu en taekwondo. Avant, on avait un salut, enfin un temps de méditation avant de faire du combat, ce qui était hyper important d'ailleurs, parce que d'un seul coup tu te calmes, tu te recentres, tu passes à autre chose et ça te permet d'être plus disponible pour ta pratique et de pas tout mélanger. Et ben voilà, après c'est ah bah non, mais pour les enfants quand même, ils vont pas comprendre, on va pas les embêter avec ça. Et on réduit un maximum. Et au bout d'un moment, on se retrouve dans des cours où il y a même plus de salut, il y a même plus le respect de la tradition, et ça devient juste un cours de gym en kimono, avec des kimonos froissés et tachés de surcroît. Moi, ça me rend dingue. Pour ma part, je suis assez à cheval sur les traditions. Et je trouve que c'est ce qui fait la beauté de ces disciplines et c'est ce qu'elles enseignent aussi. Ce sont des disciplines, putain, au bout d'un moment, désolé, j'ai dit un gros mot, mais non, mais au bout d'un moment, une discipline inclut une forme de discipline. On n'est pas au club med, quoi. Enfin, c'est pas pour dénigrer le club med, mais enfin voilà, je trouve que ça se perd. et tu parlais du taekwondo, moi c'est la discipline martiale par laquelle j'ai commencé. Et bon, ce que j'ai pratiqué ne ressemble en rien à ce qui existe aujourd'hui. Je ne mets pas de qualificatif mieux ou moins bien parce que j'ai pas suivi le groupe et tout, mais c'est vraiment différent. Et mes entraînements étaient très très durs. Alors j'ai commencé, j'avais 5 ans. Et un jour, j'ai recroisé mon prof une dizaine d'années plus tard. Et il me dit, et je lui dis, mais les cours sont vraiment différents, ça a Mm. changé. Et il m'a dit, l'occidental, donc lui il était vietnamien, il m'a dit, l'occidental, il est pas fait pour souffrir, il est fait pour subir. Il a raison. C'était il y a 20 ans, je crois, hein. Bah ouais, 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 c'est pas étonnant. C'est pas le même rapport à la douleur et à l'effort. Il y a la notion de mérite. Enfin, aujourd'hui, voilà, dans la plupart des arts martiaux, on va donner des ceintures voilà, de couleurs différentes. Ça, c'est typique occidental. Mais avec les barrettes, enfin, il faut absolument motiver, il faut absolument donner même une récompense à l'élève. Sinon, il va se décourager et sinon, il risque de se désinscrire et donc ça fera un licencié en moins. Donc les profs se sentent presque obligés de donner des grades pour les stimuler. C'est-à-dire que c'est même plus quelque chose que tu mérites, c'est Non, quelque chose juste finalement qui est non. normal, qui est inné, quoi. Moi, je trouve ça assez regrettable parce que la vocation des arts martiaux, c'est justement d'enseigner le mérite, l'effort, l'humilité, la patience. Voilà, ça se perd. Alors, dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, je vois dans le chat, il y en a qui se posent la question par rapport à la salsa. On va y venir. Mais je voulais juste Ok. réagir par rapport à ce que tu disais sur le côté masochiste. Je pense que ce qui fait aussi, enfin, je sais pas, hein, c'est juste une réflexion qui me vient, peut-être que ce qui nous plaît aussi dans les arts martiaux ou dans le sport de manière générale, dans ce rapport à l'effort, c'est tout simplement que ça nous expose à nos limites. Et c'est une manière d'apprendre à nous connaître, à connaître notre corps. De percevoir, tiens, justement, le moment où ça va et le moment où ça va plus, le moment où ça fait mal. Mine de rien, quand on fait un sport, on en apprend forcément sur notre anatomie, sur notre manière de fonctionner, notre manière de récupérer. Et donc, c'est un excellent moyen bah ouais, d'apprendre à se connaître. Ah, mais carrément. Mais tu sais, justement, en parlant de danse, c'est marrant parce que j'allais faire la passerelle. Moi, je me suis formé donc, auprès de pas mal de gens et j'ai fait pas mal de stages à New York. Et ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et à forcerie pour la salsa, c'est encore pire parce que la salsa a une. Excuse-moi de te couper, mais c'est horrible. À chaque fois que tu dis à forcerie, je pense au sketch des inconnus avec les flics. Euh, Et du coup, et du coup, j'arrive prendre au sérieux parce que c'est foutu. Pour moi, à vie, cette expression,
c'est Didier Bourdon, quoi. Forcerie. Hop. Bah là, on a eu un coup de fil pour une plainte. Ah bon? Et vous avez son numéro? Je vais essayer de te recaler un autre truc des inconnus alors. Ouais, pardon. Parce Je que te bon, laisse il y a continuer. il y a le bon danseur, alors il Voilà, danse. c'est ça. Ouais. Alors, il y a le mauvais danseur, il danse, quoi. Ouais. En général, il y a un rapport à l'alcool aussi dans les deux, dans la distinction. Et ouais, Mais pardon, je te laisse poursuivre. je te disais, j'ai suivi pas mal de cours dans différentes écoles, et il y a un trait commun dans les écoles à New York, c'est que le prof, tu vois, il n'est pas toujours, pas toujours, il ne faut pas faire trop de généralité, mais en tout cas, par exemple, je suis dans une école qui s'appelle Yamoulet, la pédagogie, pour moi, c'était vraiment de la merde. Il y a vraiment un côté marche ou crève, tu dois suivre. Et en fait, les gens derrière, qui sont derrière le prof, ils kiffent. Hum, Ils kiffent. Ils viennent pour ça, ils viennent ici parce que justement, c'est une école, il faut s'accrocher. Si tu fais ça en France, hum, le mec vient te voir à la fin et te dit, oh, j'ai payé, c'est quoi hum. là, je comprends Ah pas. oui, oui, c'est ça. En France, c'est non, mais dis donc, ouais, Et j'ai ça- payé, j'ai tous les droits. Exactement. Le mec vient t'expliquer en fait comment tu aurais dû faire le cours pour que lui il puisse comprendre. Hum. Alors, là, on est sur deux extrêmes, mais il y a un truc que tu as dit tout à l'heure sur le corps, et moi je pense on peut même le philosopher un petit peu, enfin faisons un peu. Oh. C'est que pour moi, il y a une culture de l'échec qu'on n'apprend pas en France. C'est-à-dire Hum, qu'on n'apprend pas à se dire, ok, bah là je ne sais pas faire, hum, c'est pas grave, ça va durer un certain temps, mais je suis en train d'apprendre. Il faudrait que dès l'instant où les mecs ont payé, il hum. faut qu'ils fassent tout de suite. Et s'ils n'y arrivent Ouais. pas, la faute, c'est le cours, c'est Hum, les astres, mais c'est pas eux, jamais. Et je mhm. pense, je sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment un truc qui est flagrant dans la danse, dans les arts martiaux et dans le rapport au corps. Et je trouve que dans la danse, c'est même parfois plus violent que dans les arts martiaux. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, on a un problème avec l'échec qu'on va considérer de manière très péjorative, alors qu'on oublie tout simplement qu'il s'agit d'étapes et que les erreurs sont nécessaires pour apprendre. Mais tout ça, ça a une limite de toute manière, parce que au bout d'un moment, les personnes qui ne sont que dans ce système de pensée ne font rien. Voilà. Donc ce déni-là, au bout d'un moment, il les rattrape. On peut pas. Enfin, si tu diras, il y en a qui vont systématiquement dire que c'est la faute des autres. Et on le sait, dans les arts martiaux, il y a beaucoup de mythos, hein. Il y a quand même beaucoup de personnes qui s'improvisent maîtres. Et en même temps, il y a des compiles. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Masters, je sais plus quoi. Sur YouTube, il y a des super compiles des pires démonstrations de pratiquants d'arts martiaux. C'est génial. C'est vraiment, moi, ça me fait mes journées. Et quand ça va pas, je regarde ça et je me dis, en fait, ça va. Ça permet de relativiser. La prochaine fois, je vous mettrai un extrait promis dans l'émission. Pour répondre au chat, nous avons Kuruyami Nico, très joli pseudo, qui demande si tu as étudié auprès de Frank Ropers, puisqu'effectivement, c'est le nom que tout le monde connaît en France. Non, je l'ai croisé en stage plusieurs fois. Je crois que la première fois que je l'ai vu en stage, ça devait être en 99. Euh, mais non, non, je me suis pas formé avec Franck. Hmm. J'ai fait une fois mes élèves pour qu'ils le voient, pour qu'ils aient, parce qu'en fait, il y a une année, il y avait lui et Charles Jousseau qui étaient à peut-être 200 km, même pas l'un de l'autre. Et j'ai dit à mes élèves, bah, c'est bien parce qu'en fait, le problème, c'est que quand ils te voient toi, ils n'ont que ton point de vue, Hmm. etc. Mais moi, j'ai mon parcours, mon regard, ma critique, mais il faut ils se fassent leur propre élève, leur propre point de vue, pardon. Et je les avais emmenés aux deux stages. Je leur ai dit, bah, au moins, Ouais. vous verrez, vous ferez votre propre idée, parce qu'une fois que les gens n'enseignent plus ou malheureusement disparaissent, Hmm. tu as toujours plein de gens pour dire, oui, mais un tel, c'était comme ça, ou quoi que ce soit, et c'est bien. Ah, ça c'est fatigant, les gens qui vont dire, ah oui, mais moi je l'ai appris comme ça. Ouais, c'est Et là, ça. une grosse tarte dans sa gueule en disant, et tiens, ça, Ah, surtout et que ça, tu l'as appris comme ça. surtout dans le marché game aujourd'hui, vachement changé parce que tous ces gens-là, aujourd'hui, sont très médiatisés. Il y a du YouTube, on voit les gens, mais avant, les Oui, il arts y a du martiaux, business, c'est clair. ouais, mais même sans le business, juste pour la com, avant, si tu voulais connaître quelqu'un, un individu, un humain, il fallait traverser la France, aller dans son cours, être accepté, tolérer les regards sur toi et aller transpirer avec le mec. Aujourd'hui, les gens prennent parti pour des gens, des fois, qu'ils n'ont jamais rencontrés, quoi. Qu'ils soient courts, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, hein. Mais Ouais, ils l'ont vu sur YouTube, donc ils se l'approprient un petit peu, et ils ont l'impression qu'ils connaissent. Mais c'est pas ça, pratiquer les arts martiaux. C'est même pas ouais, faire un stage d'ailleurs, c'est venir ouais. régulièrement.
C'est vrai, Oui, comme puis et être là dans la régularité. Moi, j'ai bien constaté ma limite quand je suivais les stages de Molmorny. C'était bien sympa, mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas de pratique entre les stages, c'est vrai que c'était très sympathique de se retrouver, mais au bout d'un moment, moi, j'avais besoin d'être avec des personnes avec qui pratiquer. Bah, entre-temps, il y a eu Sébastien Ribac qui a créé donc le cours SSBD à Paris. ouais, Mais après, moi, de mon côté, je suis partie sur dans d'autres directions, j'ai repris le karaté. Mais voilà, la clé, ça reste quand même la régularité. Et effectivement, un pratiquant d'arts martiaux, c'est avant tout quelqu'un qui pratique. Je pense que c'est quand même effectivement la base. Quelqu'un demande si tu connais le système A, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai que quand on parle de Penchak Silat, bien souvent, il y a Krav Maga, système A, les arts martiaux. Je crois que dans les arts martiaux russes aussi, il y a quelques choses qui se retrouvent. Voilà, est-ce que tu as quelque bah, chose à déclarer par rapport à ça? le, quel- quel- Qu'avez-vous à déclarer, jeune monsieur? bah écoute, euh, Et là, tu dis, ouais, c'est de la merde. C'est le mec qui se lâche, qui oublie euh, qu'on est dans une émission. alors j'ai pour habitude en général de ne parler que des disciplines que j'ai pu au moins appréhender un petit peu, parce que quand tu as un peu de métier, Et c'est tout à ton honneur. tu vas un peu plus vite, mais il faudrait au moins que je puisse le pratiquer. Le système A, malheureusement, je n'ai vu que des vidéos, et tout ce que j'ai vu en vidéo se rapprochait plutôt d'un vidéo gag que d'armes. Je suis convaincu, je fais confiance aux gens, convaincu qu'il doit y avoir peut-être un truc intéressant, mais tout ce que j'ai vu, c'était vraiment de la merde. Ouais. Donc, en tout cas, pour être plus politiquement correct, c'était très loin de ce que je recherche. Voilà. Mm. Pas C'est du vrai tout. il y a beaucoup de... Comment dire ça sans être vulgaire? Parce que là, j'ai une expression qui m'est venue spontanément, qui Qui était commence trop- par concours de et qui se termine, qui se termine par bite. Euh, mais comme je suis quelqu'un de poli, je ne le dirai pas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que parfois il y a un excès d'hormones, il y a un excès de testostérone. Tu dis, mais les mecs, calmez-vous en fait, vous n'êtes pas obligés déjà de tirer la gueule quand vous vous entraînez. D'ailleurs, durant les stages avec Maul, on plaisante énormément. Après, il y a un temps pour tout, quand on est très concentré quand on pratique, parce qu'il faut pas, parce qu'il y a des risques. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même qui se mettent en scène où ça se la joue gros dur. Et tu dis, non, mais en fait, il n'y a pas de raison de se la péter, en fait, parce que là, tu es juste en train de faire une technique que Ouais, même un gamin de 5 ans peut faire, en fait, dans l'absolu. Mais et tu sens puis, qu'il y a, voilà, il y a l'ego, en fait, qui rentre en jeu, quoi. et puis Euh, les arts martiaux, c'est pas. Enfin, maintenant, avec le visuel, entre guillemets, il faut absolument que ça soit démonstratif ou efficace ou quoi que ce soit, alors que c'est pas ça à pratiquer. Et du coup, sur les vidéos, soit tu comprends rien, bah, mais c'est normal, c'est une vidéo, donc il faut expliquer aux gens parce que tu regardes et tu te dis, bah, qu'est-ce qu'ils font? Soit au contraire, c'est hyper démonstratif, mais alors que ça ne représente pas du tout ce que tu fais au quotidien. Donc ça a hmm. vachement, ça a vachement cassé un peu le game. Mais c'est moi qui ai une question maintenant pour toi. Tu disais que tu faisais du karaté. Quel style de karaté? Bah, alors justement, comme je te le disais, on peut dire qu'on est pratiquant si on pratique. Ouais. C'est pas trop mon cas depuis mon dernier passage de grade. Donc ça fait, putain, en fait, depuis 2 ans, ouais, depuis environ 2 ans, j'ai quasiment rien foutu, hein, franchement. Là, en fait, à partir du moment où je vais déménager, tu sais, il y a toujours une excuse. Non, non, mais là, je vais m'y remettre. En fait, moi, oui, c'est karaté Shotokan. Sachant qu'au départ, quand j'étais adolescente, moi, je rêvais de faire du kung-fu, du jeet kune do, parce que j'étais fan de Bruce Lee. Et puis, bah, je suis allée là où, bah, ce qu'il y avait de disponible, là où j'habitais. Et donc, je suis allée dans une super école. Alors, pour le coup, quand on parle de discipline, ça a été une très bonne école à ce niveau-là. Ça filait droit. Et moi, ça m'a fait énormément de bien. Donc, karaté Shotokan. Et là, du coup, bah, je prépare mon troisième dan. Et j'ai passé mon premier dan de taekwondo. Eh, Mais au bout d'un moment, le taekwondo, ça commençait à... Alors, c'était génial pour les déplacements, pour le combat, la fluidité, évidemment, souplesse de jambes. Mais par contre, ce qui me saoulait vraiment, c'était les poumsés, que je trouve vraiment pas beau d'ailleurs. Et ça me perturbait pour la pratique de mes katas en karaté, parce que c'est très très proche, sauf que les postures en taekwondo sont très hautes, c'est très aérien, alors que le karaté est terrien, surtout le Shotokan est très proche du sol, moi j'adore, c'est voilà, c'est ancré quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon allez, il faut pas que je me disperse trop, parce que j'avais fait un tout petit peu de jujitsu aussi,
dans une école de Gracie. J'avais adoré, mais après je me suis blessée. Enfin bref, j'étais en surentraînement. Et puis le penchaxilat. Et là, j'avais repris le penchaxilat et hop, ça a été coupé par le confinement. Donc si je dois retenir en tout cas deux arts martiaux, désormais c'est karaté penchaxilat. Ah, bien. Ouais, parce qu'en plus dans le penchak, il y a le maniement des armes, on coupe, on découpe, c'est cool, on s'amuse entre potes, on fait Ouais. de la machette, c'est hyper convivial. J'ai cru comprendre que tu aimais bien toutes les armes qui coupaient. Oui, 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 non, mais c'est tellement beau. C'est euh, vraiment, hein, je parlais de The Raid, mais pour moi, The Raid, c'est mon porno, quoi. Mais c'est vrai, mais il y a un vrai, on va en parler par la suite, il y a un vrai parallèle entre l'énergie du guerrier et l'énergie de l'amant, en fait, hein. On est dans l'approche de l'adversaire, on le toise, euh, on va sentir son énergie, on va essayer de trouver une stratégie, et en même temps il va falloir écouter son feeling, il y a du corps à corps, bah oui, désolé, mais enfin voilà, c'est au bout d'un moment, ça gicle dans tous les sens. Non mais dans le combat, il y a les effusions de sang, mais il y a un côté clairement sexuel aussi, symboliquement là-dedans. On est dans l'excès. Dans l'excès, et je pense que plus sérieusement, je pense que c'est ça aussi qui inspire le public, c'est que on est dans une vie qui est réglementée plus que jamais aujourd'hui, qui est contrainte, qui est limitée, et ça fait un bien fou d'avoir un espace dans notre vie, alors soit dans la fiction, soit dans la pratique, où on va s'autoriser à lâcher, quoi, et à exprimer notre rage et à pouvoir s'exprimer pour faire baisser la pression. Ouais, ça c'est clair, hein. Mais comme dans le combat, comme dans le sexe, il y a aussi des règles, il y a aussi un cadre. Ça ne veut pas dire qu'on va, en entraînement, il n'est jamais question d'aller blesser l'autre, de faire n'importe quoi. Et dans la sexualité, c'est pareil, on n'est pas censé forcer l'autre à quoi que ce soit. Mais je trouve vraiment que c'est vraiment une énergie qui est très proche. Ouais, ouais, moi enfin, alors moi je le vois plus avec la. Alors c'est toi l'experte, hein, mais moi je le vois plus encore avec la danse. Ah, bah voilà, très belle transition, bravo. On applaudit Alex Mas qui vient à 21h36, qui nous a fait la transition pour la danse. Et c'est parti. Ah, mais je le vois plus avec la danse parce que la danse, il y a un rapport, même si on le nie. Enfin, moi je vais pas parler de la danse, je vais parler de la salsa parce que je suis pas, j'ai pas fait de contemporain ou de tout autre style de danse. Mais il y a vraiment cette relation à l'autre parce que c'est de la danse de couple. Et tu as le regard des autres qui te regardent danser, tu as le regard de ton partenaire ou de ta partenaire. Tu as aussi ton regard avec toi-même. Comment est-ce que c'est beau ce que tu fais? Tu en as qui s'en foutent, tu en as qui sont persuadés que c'est très beau, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Qu'est-ce que c'est qu'être un beau danseur et qu'être un bon danseur? Donc il y a beaucoup de questions. Et là-dessus, en fait, souvent, on flirte avec l'image que tu as de toi, ce que tu projettes sur ce que l'autre pense de toi. Et moi, je trouve qu'il y a énormément de connexions avec le rapport à la séduction, le rapport à la posture par rapport à l'autre. Enfin, Mm, en cours ou en cours particulier, moi, je vois beaucoup de choses en tout cas. ouais. Oui, et moi, enfin, j'aime beaucoup dire d'ailleurs que avoir un rapport sexuel, c'est danser, hein. Et un rapport réussi, c'est une danse où on est synchronisé. On peut avoir deux très bons danseurs, mais s'il y en a un qui fait de la valse et l'autre du tango, ça va pas le faire. Et dans la sexualité, c'est pareil. Si vous êtes dans une énergie, une intention qui est bestiale, alors qu'en face de vous, vous êtes quelqu'un qui est dans une énergie euh, plutôt calme, plutôt tendre, vous n'allez pas parvenir à vous rencontrer et vous allez vous marcher sur les pieds. Et ça, voilà, c'est vrai que l'osmose dans la sexualité comme dans la danse, c'est aussi parvenir à se retrouver, à se rejoindre dans cette même énergie. Et c'est là où ça devient magnifique. C'est là où on peut d'ailleurs on peut s'autoriser à improviser aussi. Mais déjà, il faut aller vers l'autre. Et d'ailleurs, ce qui est marrant avec les nanas, en tout cas en couple, c'est que une fois, il y a quelques années de ça, j'avais un de mes dojos qui donnait, en fait, sur une des salles où je donnais des cours de danse. Et donc, on sort du cours de Penchak, et un de mes élèves regarde, lève les yeux et voit des gens qui dansent. Et il me pose une question, parce qu'il savait que je donnais des cours là, et il me dit, mais comment tu fais pour pas craquer? Parce qu'on voyait plein de filles, etc., en jupe, on était en contre-plongée. La Et concentration du maître. ouais, je lui dis, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, bah, pour pas
pour pas céder à la tentation et tout. Alors je lui explique qu'en fait, bah, déjà c'est vachement codifié, qu'il y a une notion de respect, etc. Et puis pour blaguer, je lui dis, puis tu sais, dans la danse, les nanas, elles sont en Wi-Fi. En fait, elles sentent, grâce à la connexion, elles sentent au bout de quelques secondes tes intentions. Mm. Elles sentent si tu es vraiment en mode séduction, t'as vu, bonjour, ou si au contraire tu es dans un partage un peu différent. Et du coup, tu peux être certain que si jamais à un moment donné tu es borderline, tu as cassé les codes, comme tu disais tout à l'heure, la nana qui est à l'autre bout du dance floor, elle est au courant. Elle, ça parle très très vite. Elles sont, je te dis, c'est un réseau. Et je lui explique qu'en fait, tu es obligé d'avoir une attitude très droite, justement, et étonnamment, moi je trouve que là où de l'extérieur on pourrait penser qu'en salsa, ça choque de ouf, tout le monde, coucher avec tout le monde, ben, en fait c'est assez cadré, quoi. Au contraire, on peut Mm. aller assez loin dans la connexion avec des totales inconnus, parce que justement il y a un respect des codes. Mais ça peut être un espace de rencontre tout de même. Ça complètement, mais ça c'est hors dance floor. Voilà, c'est ça. Ouais, et c'est ça que j'apprécie d'ailleurs, c'est le fait qu'il y ait cette notion de cadre. Il y a un temps pour tout. Et je trouve ça, en tant que femme, alors justement, comme tu le sais, hein, et d'ailleurs sous tes conseils, je m'étais inscrite dans plusieurs écoles de salsa portoricaine à la rentrée. J'étais comme une folle, j'étais à fond, à fond. Et puis le confinement m'a stoppée. Mais en tant que femme, pour moi, ça fait un bien fou d'avoir un espace où on peut être sensuel, parce que vraiment c'est hyper sensuel, hein. On allume même, c'est parfois hyper abusé, on porte des talons, on est fier de notre corps, quelle que soit notre morphologie, eh bien, on va utiliser nos courbes pour, justement pour les sublimer. Et n'importe quelle danseuse devient belle en fait. C'est ça qui est magnifique avec la danse, c'est que vous pouvez être ronde, vous pouvez être maigre, peu importe. Si vous aimez danser, si vous êtes présente à votre mouvement, qu'il y a voilà, de la rondeur, vous devenez belle. Voilà. Et pareil pour les hommes d'ailleurs. Et pour moi, ça a été très agréable de me retrouver dans un espace où effectivement je suis en contact avec d'autres hommes, où il y a la dimension du toucher, mais où il y a aussi une forme de séduction, de sensualité, mais comme tu le dis, qui est codifiée et qui fait qu'on se sent en sécurité. Et on se dit pas à ce moment-là, ouh là là, je vais me faire passer pour une grosse chaudasse. Bon, de toute manière, moi c'est foutu, hein, ma réputation. Même si je fais du curling, je suis foutue. Euh, mais n'empêche que ça fait du bien de se dire, putain, je peux m'autoriser à regarder un mec à passer mes mains dans les cheveux et tout va bien. On va pas m'insulter, le mec va pas me demander mon numéro ensuite, parce qu'on sait que ça fait ça fait partie du jeu. Lui va être content parce que je joue le truc à fond, et moi je vais être contente parce qu'il va prendre soin de moi en tant que danseuse, et voilà, il va me valoriser, et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir cette possibilité de se sentir pleinement femme, pleinement homme, et de se retrouver voilà, dans un espace où bah non, tout va bien en fait. On est là pour passer un bon moment ensemble. Mais grave, c'est hyper sécurisant. Moi j'ai beaucoup de copines qui me le disent, hein. Mm, Ça leur fait du bien parce qu'elles viennent, sans faire de jeu de mots, elles passent de main en main, elles changent de partenaire toute la soirée, ça mm. transpire, ça offre un petit peu des espaces un peu privés, quoi, parce que tu laisses danser, tu peux danser très très proche, mais tout ça tout en ayant un grand sentiment de sécurité. À aucun moment elles se sentent en danger ou en proie. Euh, enfin, moi je pense que c'est vraiment, en tant que femme, je ne suis pas une femme, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce qu'elle rapporte. Mhm. Et c'est vraiment agréable d'avoir des espaces dans la société où tu peux enfin avoir une féminité exprimée, en tout cas en termes de mouvement, et tout en se sentant complètement en sécurité et pas jugé, Ouais, pas ouais, on a besoin de ça surtout dans notre société actuelle où clairement. on est loin d'être libéré. Alors quelqu'un dans le chat, Onion Burger Shadow, voilà, j'adore. Ça devrait être un nom de super-héros. Qui dit, ouais, Céline qui fait du curling, je veux voir ça. Alors attention, ne me tentez pas. Parce que vraiment, si un jour j'ai l'occasion, je veux tester le curling. Je suis fascinée par le curling, voilà, je vous l'avoue. C'est quelque chose je ne comprends pas l'existence de cette discipline sportive, et du coup je voudrais la tester. Il n'est pas exclu qu'un jour, quand les frontières seront ouvertes, euh, que j'aille en Suède, et il se peut que ça soit quand même un territoire plutôt adapté pour ce type de discipline. Nous avons parmi les personnes qui sont connectées dans le chat un certain Seb SSBD. Et alors, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit indice dans ce pseudo, Seb, comme Alors, la marque Seb, peut-être?
surnom réel dans le milieu du silat, c'est Black Mamba. Putain. Oui, c'est vrai. Euh, Seb, si tu nous entends, Seb, toi qui me connais, si c'est toi, quel est le mot-clé qui va faire que je vais te reconnaître? Et là, je répondrai à ta question, puisque tu as posé la question si j'avais profité de mon séjour au Cambodge pour explorer les arts martiaux sur place. Mais Seb, SSBD, si c'est bien toi, j'invoque les esprits, manifeste-toi et envoie-moi. Alors non, Aurore, ce n'est pas Cookie. Seb, c'est exactement de quoi je veux parler, si bien sûr c'est lui, ou alors peut-être que c'est un faux Seb. Ram, c'est ça. Oh putain, nous avons Seb qui est parmi nous, c'est génial. Il Et a trouvé. ça fait plaisir. Eh bien, bah, welcome Seb, je ne sais pas si tu connaissais déjà Twitch. Nous avons donc SSBD, qui est donc le représentant, dis-moi si je me trompe, mais enfin voilà, qui est en tout cas à Paris, qui est le représentant du SSBD, donc le Penchak Silat de, euh, comment dire, de Molmorny, qui est un style très particulier voilà, de l'île de Brunei. Et donc voilà, nous sommes aussi rencontrés lors de séminaires, donc ça fait super plaisir de te retrouver ici. Seb, du coup, est-ce que j'ai profité de mon séjour au Cambodge? Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, je suis allée au Cambodge pour tourner un film d'arts martiaux que vous pouvez trouver sur Netflix qui s'appelle Jailbreak, où vous pouvez admirer ma capacité à parler anglais avec un accent au savoyard et à parler khmer, sachant que je ne sais pas parler khmer. Donc rien que pour ça, vous pouvez voir le film. Au-delà de ça, c'est un très bon film d'arts martiaux avec ses limites, puisque ça a été fait avec très peu d'argent, dans des conditions assez déplorables. On parle quand même du Cambodge, qui est un pays pauvre, avec une industrie du cinéma qui vient tout juste de se reconstruire, à peine. Donc en prenant ça en considération, ça vous rendra peut-être un peu plus tolérant par rapport voilà, à la qualité du film. Mais vraiment, ça bastonne grave, et surtout, c'est un film qui mérite d'être regardé aussi parce qu'il vous présente beaucoup euh, de technique du Bokator. Le Bokator, c'est l'art martial cambodgien qui est magnifique, qui est ultra violent, qui me fait penser c'est un peu un mix. Alors, je suis pas experte, hein, c'est juste mon point de vue, mais moi j'ai retrouvé des similitudes avec justement le Penchak Silat et le Viet Vo Dao. Alors Penchak parce que voilà, il y a beaucoup de percussions, de coudes, coudes, genoux, enfin, et aussi, ouais, il y a un côté box taille aussi. Enfin, c'est ultra brutal, coudes, genoux. Et puis pourquoi le Viet Vo Dao? Parce que il y a beaucoup aussi de techniques acrobatiques. Comme ce sont plutôt des petits gabarits qui sont assez agiles, on va souvent voir l'assaillant courir et escalader son partenaire et hop, lui faire une clé de jambe pour l'amener au sol. Donc ouais, il faut quand même y aller, il faut oser, c'est hyper impressionnant. Et donc dans Jailbreak, vous avez des techniques voilà, de Bocator, et après, comme c'est un film, bien sûr, il y a tout un mix de, voilà, qui sont issus de plusieurs arts martiaux. Donc quand je suis allée au Cambodge, j'avais très envie d'en profiter pour m'entraîner. Mais en fait, j'y suis allée avant tout pour apprendre mes chorégraphies de combat, et on avait très peu de temps pour les bosser parce que forcément peu de budget, bah, peu de temps comme d'habitude. Et en plus, les conditions étaient difficiles parce que c'est quand même un peu compliqué, en tout cas pour moi, petite parisienne, de s'entraîner à 35 degrés dans l'humidité et sans, avec un petit ventilo rouillé dans le coin de la pièce. Ça fait mal. Je ne vous cache pas que lors des premiers entraînements, j'avais vraiment, je suffoquais, j'étais rouge, j'étais comme un poisson lune. Et moi, je voyais tous les autres qui s'entraînaient tranquilles, qui transpiraient à peine. Et je me suis habituée. Comme quoi, on s'habitue à tout. Mais voilà, du coup, j'ai pu observer des pratiquants de Bocator, puisque la majeure partie des comédiens, des cascadeurs que vous voyez dans Jailbreak ne sont pas des comédiens ni des cascadeurs, mais tout simplement des pratiquants de Bocator. Donc il a fallu quand même les entraîner pour qu'ils puissent s'adapter aux techniques de combat, parce que c'est vraiment pas la même chose. À la limite, même, c'est presque l'opposé dans le sens où euh, comment dire, le combat scénique, et je vous l'avais présenté avec Kefi Abric lors de live que vous pouvez peut-être les voir encore en VOD. Le combat scénique nécessite de grandir les gestes. On n'est pas dans du réalisme. Si on veut être dans le réalisme, vous ne voyez pas l'action.
ça va être brouillon, ça va être moche. Il faut que l'action soit lisible pour le cinéma. Donc on va par exemple un crochet, et ben forcément dans la vraie vie le crochet il faut qu'il soit le plus court possible parce que sinon on le voit arriver. Bah, dans le cinéma c'est l'inverse. Dans le cinéma on va vraiment le chercher loin pour que le spectateur ait le temps de comprendre qu'il va y avoir un crochet, de suivre la trajectoire. Et en plus, plus le mouvement est grand, et plus inconsciemment on se dit, oulala, là là, il doit être super puissant. Alors qu'on sait très bien que la puissance peut très bien se faire avec très peu de distance, comme on a pu voir avec Bruce Lee dans ses démonstrations. Donc voilà, de la même manière qu'un coup de coude, un vrai coup de coude en combat, ça va être avec la pointe du coude, alors que en combat scénique, on va utiliser la partie molle. Et puis surtout, on va faire attention au timing, à la distance. On ne va pas forcément toucher son partenaire en fonction de l'axe de la caméra. Donc voilà, c'est tout un travail. Voilà, c'était la page de publicité sur Jailbreak. Bah, je vous invite à le regarder, à vous dire ce que vous en pensez. C'est sur Netflix. Mais revenons à Alex Mas. Attends, parce que j'ai une question à te poser. Tu sais, ce que tu parlais justement de la façon dont on filme les scènes d'action, et tu vois, moi je pense que ça a vachement contribué à donner une image des arts martiaux qui est extrêmement loin de la réalité. Et d'ailleurs, dès qu'il y a des shows ou des démos, les gens sont à fond sur la plupart des trucs que tu ne feras absolument jamais. Mm. Et comment s'appelle le film dont tu m'as parlé là, où je t'ai dit, ah, mince, en fait, si je l'ai vu avec... Tyler Rake. Ouais, bah, tu vois, les scènes de combat, je trouve qu'elles sont extra. Elles sont superbes. Et ça déboîte, Il quoi. est dingue. Et dans la réal aussi, on voit que l'acteur principal s'est entraîné. Voilà, c'est le mec, il est physique. Parce que c'est vrai que plus vous allez voir une scène au cinéma qui va être découpée, et plus on triche. Bon, alors ça, on le grille souvent, hein. Les scènes sont très souvent accélérées, enfin, elles sont systématiquement accélérées même. Mais là, il y a un vrai travail qui est admirable parce que le réalisateur de Tyler Rake, l'autre nom de l'autre titre, c'est Extraction, je crois, un truc dans le genre. C'est le réal est un cascadeur et ça fait toute la différence parce que le mec a une connaissance de l'action qui va être bah, justement, tu vois, dans le mouvement. Il va avoir une conscience de ce mouvement-là. Et en plus, comme c'est un mec qui est physique, il va bouger. Donc on a des plans séquences. Alors, bien sûr, il y a des faux plans séquences parce qu'à un moment donné, ils vont un peu tricher au montage. Mais enfin, quand même, il y a de vrais plans séquences dans ce film qui ne sont possibles que parce que le mec qui porte la caméra est un mec qui va bouger avec les comédiens et qui va les suivre. Alors, quand je vois dans le chat tout est faux et monté, regarde le making-of s'il te plaît. Et puis tout, ça veut rien dire. Dans le cinéma, on est dans un travail de l'image. D'accord. Donc évidemment qu'il y a des effets spéciaux. Dans les Marvel aussi, bien sûr, c'est bourré d'effets spéciaux et de fond vert. Mais à la base, et tout comme dans les jeux vidéo, vous avez des êtres humains qui sont des athlètes, qui sont des cascadeurs et qui font vraiment un boulot de dingue avec une dimension de risque, avec voilà, des chorégraphies qui sont préparées à la seconde près. Les mecs, ils ont besoin d'avoir des protections, il faut adapter le sol pour qu'ils puissent chuter. C'est un vrai boulot. Donc de dire que tout est faux, bah non, c'est une performance physique. Et après, bien sûr, comme il s'agit de cinéma, on va choisir les bons angles, on va parfois accélérer certains mouvements, on va faire en sorte qu'il y ait une fluidité. Mais c'est une vraie performance et non, bah, si c'était tout faux, ça serait que de la 3D. Mais même la 3D s'inspire du réel. Moi, j'ai des amis euh, qui bossent pour des jeux vidéo, par exemple. Et quand vous voyez, je sais pas, Chun-Li ou n'importe quel personnage dans les jeux de baston, c'est inspiré de personnes qui sont capables de faire ce type de technique. Bah, d'ailleurs, le baiser mortel du dragon, Hmm. l'acteur, l'espèce de monstros qui se bat avec Jet Li dans le restaurant, il racontait en fait que c'est un acteur français, il racontait en fait que dans cette scène, Jet Li lui a dit, voilà, pour que ça soit réaliste, en fait, donc il simule les gifles, mais il Hmm. dit dedans, il y en a une qui sera vraie. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais trouvé ça excellent parce qu'il dit, bah, c'est marrant de se prendre une gifle par Jet Li. En plus, le mec fait au moins 2 fois Jet Li, quoi. Bah, Et, ouais, et encore c'est gentil de sa part parce que Bruce Lee, elles étaient toutes vraies. ouais. Mais je trouve ça, c'est de se dire, c'est-à-dire que le mec, il a suffisamment de précision pour aller vite, même s'il y a les mouvements de caméra, même s'il y a tout ça, et savoir quand il touche et quand il touche pas. Et rien que ça, c'est aussi, moi, quand je demande à des gars de faire un peu de shadow, un peu de boxe, d'assaut tranquille, mais en se touchotant, quoi, vraiment Hmm. tranquille, déjà.
mal à gérer leurs émotions parce que un coup c'est trop dur ou un coup c'est complètement irréaliste. Bah voilà, alors ça c'est peut-être du fake, mais c'est du fake très très bien fait. Alors. Ouais. Et puis après, dans le cinéma, ce qui va vraiment convaincre le spectateur, c'est non seulement le travail de celui qui donne le coup, mais celui qui joue la réaction, bien sûr. Ça, c'est Ah, hyper important. C'est-à-dire que vous avez plein de scènes de films d'action, mais ça sera l'objet d'un autre live spécifique à la cascade. C'est parce que là, on est en train de dévier. Mais vous avez plein de scènes où le comédien, en fait, et c'est le rôle le plus facile, le comédien qui arrive badass, qui reste droit et qui balance un coup par-ci, un coup par-là, c'est ultra facile. C'est ultra facile. Il va faire son boulot d'acteur, il va avoir son énergie, son charisme, mais finalement, ce qui va faire que vous allez y croire, ce sont les réactions des cascadeurs qui, eux, vont partir faire des sauts en vrille, en triple vrille, ou qui vont être câblés et être expulsés vers l'arrière, et c'est ça qui donne l'impression de puissance. Bah, Matrix est une superbe illustration de ce type de film. On me cite Ip Man aussi dans le chat. Alors là, Ip Man, personne ne critique Ip Man, s'il vous plaît, parce que, voilà, interdiction de critiquer Ip Man. d'exclusion. Bah, c'est juste que Donnie Yen est un putain voilà, c'est un maître. Le mec est vraiment trop trop fort. C'est un, c'est autant un bon comédien qu'un artiste martial incroyable. Et après, voilà, on aime ou on n'aime pas ce type de film. C'est plein de clichés, mais on les aime aussi parce qu'ils sont pleins de clichés. Mais oui. Mais revenons à la danse et aux arts martiaux d'ailleurs. Quel, parce que je parlais d'énergie, je l'ai présenté comme ça, ce live. C'est une énergie et plusieurs manières de l'exprimer. Euh, Toi, tu le vois comment d'ailleurs? C'est parce que pour moi, tout est énergie sexuelle, mais quand je dis sexuelle, c'est pas au sens cul, c'est au sens énergie vitale. Toi, voilà, comment tu perçois ça? Alors, moi, je vais te faire une réponse très très longue. Bon, bah Moi, bonne nuit. j'ai eu la chance d'étudier la médecine chinoise pendant 7 ans. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et en fait, c'est rigolo parce que tu t'aperçois que quand tu étudies la médecine chinoise, donc l'énergie, on appelle ça le qi. Mm, Et en fait, après, j'avais l'impression en fait autour de moi qu'il y avait un peu que des schtroumpfs en fait. Tu sais, les gens qui disent je trompe ceci, je trompe cela, je trompe ceci, je trompe cela. Et ben en fait, dans la médecine et dans tout ce qui était bien-être entre guillemets, c'était pareil. C'était énergie ceci, énergie mm. cela, machin, etc. Et en fait, en médecine chinoise, en fonction de ce que tu vas lier au terme qi, yuan qi, jin qi, yin qi, etc., bah, c'est une énergie qui va avoir des caractéristiques particulières. Et c'est un concept que je trouve l'énergie, enfin en tout cas le mot énergie, en tout cas dans notre langue à nous, est assez pauvre par rapport à ce qu'il peut être dans d'autres secteurs. Et je trouve que dans les arts martiaux, ça fait plus de tort que de bien, parce que finalement, les gens s'enferment dans oui, alors là, mon énergie, ceci, cela. Bon, une baffe dans la gueule, c'est une baffe dans la gueule, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu peux appeler ça comme tu veux, mais si à la fin tu mouches rouge, bah, je t'ai touché. Et C'est je pas trouve, faux. Mais il y a plusieurs. Mais c'est comme tout, pour tout sujet, on peut toujours avoir une lecture philosophique, spirituelle, énergétique, bien médicale. sûr, bien sûr, mais je trouve que dans les arts martiaux, il y a Hmm. souvent qu'une lecture. C'est souvent, à chaque fois, tu as des gens qui vont te parler d'énergie interne, etc. Tu te dis, ok, mais à quoi te sert ton énergie interne et en fait, quand tu leur demandes d'appliquer, et il ne faut pas oublier que l'idéogramme en fait, chinois du qi, c'est une casserole qui bout avec de la vapeur, en fait, et une action. Et en fait, ce qui caractérise le chi, entre autres, par d'autres définitions, c'est l'interaction. Il se passe quelque chose qui a une action sur quelque chose d'autre. Hmm. Et les Occidentaux qui parlent d'énergie, je trouve, ce que j'ai pu trouver en Aikido, en Tai Chi ou autre, souvent le discours est très très long, très très intellectuel, mais la manifestation, la fumée au-dessus de la casserole, moi je la vois pas. Donc je veux bien, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que je trouve qu'au final, ça a fait plus de... On n'est pas très doué en fait pour parler d'énergie. Par contre, il y a des mecs qui font des trucs de ouf, hein. Mais voilà, moi à chaque fois que je l'ai rencontré, parce que c'est ta question, j'ai jamais été... ouais, ça m'a pas C'est vrai que c'est spécialement... un terme un peu fourre-tout, hein, de Ouais, toute manière. c'est un peu trop large. On a du mal à... Tu vois, quelqu'un va te dire là, tu peux pas plier mon bras ou tu peux pas me bouger, etc. Alors qu'en fait, c'est faux. Et là, il va te commencer à te botter en touche et tout. Et j'ai toujours la sensation, en fait, que les Occidentaux, on n'est pas très doués pour parler d'énergie.
Tu vois, on sait Peut-être pas qu'on bien. est juste pas doué pour parler du tout, même. Et parfois même, peut-être qu'il vaut mieux ne pas parler et juste se faire et ressentir. Il y a aussi ça, hein. Ça, on est beaucoup dans l'analyse. Mais ça, Moi, je vois la différence de pédagogie entre mes profs occidentaux et chinois. Il y a une grosse différence. Les deux me conviennent en fait, parce que j'aime beaucoup comprendre ce que je fais et comprendre toutes les étapes. Et ça, les occidentaux vont me l'amener, ils vont me rassurer, m'expliquer, me permettre de visualiser ce que je vais faire progressivement pour ne surtout pas se blesser. Il y a un côté très préventif. Alors que dans l'enseignement chinois que j'ai connu, c'est le résultat qui compte. Et tu te tais et tu fais. Et c'est en faisant, et en répétant, et en répétant, et en répétant, que ton corps comprend, et ton corps comprend avant ton mental. Et c'est après le mental qui dit, ah oui, en fait, il s'est passé ça. Alors après, c'est peut-être un peu plus casse-gueule euh, par rapport à la santé, mais ça coupe le mental, et donc ça coupe aussi le doute, et donc bah, on en revient à la discipline, tu écoutes ton maître et tu fais. Et la répétition va faire aussi qu'au bout d'un moment, tu vas lâcher. Et c'est intéressant comme moi, approche. j'ai fait des cours d'aïkido avec Kanetsuka Sensei où il y avait pas, on parlait pas en fait, pas du tout. Tu parles pas, tu observes et tu pratiques. Mm, Et ça t'oblige à lâcher, comme disent les Indiens, la cheetah, là, le petit vélo qui pédale dans la tête, mm. et être un peu plus à l'écoute de tes sens, en fait. Et t'arrêtes de rationaliser pour essayer de tout expliquer, et tout Ouais. comprendre, commenter. J'ai eu la même chose en massage en Thaïlande. Je suis allée voir on peut dire que c'est ouais, un maître, un maître Jedi en massage thaï. Et en plus, comme il parlait très peu anglais, de toute manière, son anglais n'était pas très compréhensible. Ce n'était que de l'observation. Hmm. Il te montre sur un modèle, il te le fait, et tu comprends par le corps, par l'observation, par le ressenti, et ensuite tu fais. Ça force aussi à se concentrer parce que quand on est beaucoup dans les explications, on va avoir tendance à contredire, à discuter, ah oui, mais. Et puis en plus, les mots sont parfois un peu foireux parce qu'on y met nos propres projections. Exemple, le mot énergie, quoi. Tu vois, c'est. Donc, parfois, effectivement, il vaut mieux juste se taire et faire. Là, je vois dans le chat, quelqu'un demande où s'enseigne la médecine chinoise. Bah, il y a des écoles en France de médecine chinoise. Simplement, en France, on est un petit peu en retard et il y a encore des difficultés à reconnaître cette médecine alors qu'elle l'est ailleurs, en Suisse par exemple. Mais il y a des écoles de médecine chinoise et c'est une, voilà, au même titre que la médecine occidentale, ce sont des études complètes, avec, il me semble, dis-moi si je me trompe, mais avec une, euh, une approche plus préventive et holistique, c'est-à-dire qu'on va quand même s'intéresser à l'hygiène de vie de la personne, à son état psychologique, enfin il y a tout un questionnement euh, dans la globalité de la vie de la personne. Ouais, c'est un diagnostic qui est un peu plus englobant pardon, Mm, qu'on peut imaginer. Alors, ça n'est pas, il y a un peu un mythe hein, qui a été notamment donné par une des scènes dans le film La Crise mm. sur la chinoise qui, en gros, te soigne tout le temps quand tu vas bien et pour que tu n'ailles jamais mal, enfin, qui serait que préventif. Ah, ça peut Alors, pas être que préventif. Ouais. c'est extrêmement curatif. C'est d'ailleurs, il y a beaucoup de mythes parce que non seulement c'est extrêmement curatif, mais c'est aussi pas du tout une médecine douce. En tout cas, celui qui Si c'est s'est. chinois, ça peut pas être doux. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a jamais eu un Tueina ou certaines ponctures, certaines piqûres ou Ouais. qui a fait certaines pharmacopées. Enfin, je veux dire, non, c'est pas forcément une médecine douce. Et d'ailleurs, quand elle est adoucie, c'est souvent qu'elle est, en tout cas, d'après moi, occidentalisée. Adapté, ouais, ouais. Bon, ce qui compte, c'est qu'elle soit efficace aussi. On me cite, Sianta Gaming me cite Scott Atkins, bien entendu. Bah, Scott Atkins que vous pouvez retrouver dans le dernier Ip Man, qui était d'ailleurs au départ un cascadeur, qui est british, il me semble, et voilà, depuis quelques années, en tout cas, fait sa place en tant que comédien, et forcément, plus spécifiquement dans les arts martiaux. Il faut reconnaître que c'est un putain d'artiste martial. Le mec a quand même, un peu comme Van Damme, alors il n'est pas aussi sympathique que Van Damme, Van Damme reste Van Damme, hein, c'est un mythe, mais c'est vrai que Scott Atkins a vraiment cette capacité, il a comment dire, un physique qui est hyper harmonieux, enfin voilà, il est balèze, mais il a aussi beaucoup d'agilité, beaucoup de souplesse, et ça montre bien, d'ailleurs peut-être que tu vas pouvoir aussi dire ce que tu penses là-dessus, ça montre bien qu'on peut à la fois être musclé, puissant et souple
Parce qu'il y en a qui opposent les deux. Tu peux pas, ah ouais, non, mais moi je suis un mec, moi je suis musclé, donc je peux pas être souple. Non, non, c'est une mauvaise compréhension du corps humain. Et c'est même des fois plutôt conseillé d'être fort et souple. Si par exemple tu fais du soulevé de terre, donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est ce qui, grosso modo, tu as une barre au sol et tu vas la soulever, bah, en fait ça va même t'aider à assouplir ta Mm. chaîne inférieure. Donc je veux dire, et les haltérophiles par exemple, en termes de mobilité, parce que la souplesse, la puissance, c'est des concepts que tout le monde ne comprend pas forcément clairement. Mais si on parle par exemple de mobilité, un haltérophile, pour pouvoir placer ses épaules vers l'arrière, descendre, avoir une bonne ouverture de bassin et des appuis solides, il a besoin de souplesse. Mhm. Alors qu'on ne peut pas forcément dire qu'il ne soit pas fort. Mm. Enfin, je pense pas. En tout cas, Et, et toi, dans ta pratique, parce que mine de rien, tu enseignes, alors j'imagine qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué vu la situation, enfin, le fait que les cours ne sont pas autorisés, mais parlons de ta pratique, toi, personnelle, c'est-à-dire que tu danses toi aussi pour le plaisir, qu'est-ce que tu fais comme training à titre perso? alors, pour les arts martiaux, moi, je fais beaucoup de boxe, beaucoup de boxe thaï. Et je fais que ça, d'ailleurs. Euh, Tu fais des et pompes aussi? ouais, je fais des pompes, ouais, c'est mon, Le mec, à chaque fois que je lui envoie un message, il fait des pompes. Au bout d'un moment, je me suis posé c'est la mon, question, mais il a un toc. c'est mon hobby depuis tout petit. Syndrome de Tourette et syndrome de la pompe. C'est ça marche et J'allais faire une blague foireuse, je vais m'abstenir. voilà, moi, je suis un mec dans la vie, je fais des pompes. Voilà. Ouais. Et tu manges des patates et tu... C'est ça, avec un steak, ouais. des T'es un pompes, des mec, quoi. pompes. Ça. Et la danse, ouais, si, si, je m'entraîne, je fais pas mal d'isolation. C'est important, Moi surtout. aussi, je m'isole, c'est important pour se retrouver. C'est la vie la vie qui comprend rien. Carré Ouais, contre t'as trop raison, faut trop s'isoler. Bah les trop d'ailleurs, hein, bien. ils ont raison, hein, le confinement, c'est pour s'isoler, hein, d'abord. Hein, parce que s'isoler, c'est quand même super utile pour apprendre à se connaître. L'isolation, tu veux dire que tu t'isoles tout seul dans ta... Ouais, je fais un stage d'isolation. T'as les mecs qui font des stages commando, toi tu fais un stage d'isolation. Mais genre tu isoles, tu mets des... comme mes anciens potes métalleux qui mettaient des boîtes d'œufs pour isoler la pièce, c'est ça? Tu mets des boîtes d'œufs pour... Bah, t'isoles avec du BA13, avec aussi un peu de la laine de roche, t'as vu? Vas-y, vas-y. Non mais tu t'isoles, mais du coup tu le vis bien? Ça fait combien de temps que t'es pas sorti, Alex? Non mais tu peux nous parler, hein, on est plusieurs, on est là pour t'écouter, c'est le moment. Bon, je m'appelle Alex et je suis désolé. Et donc, ouais. Donc, du coup, toi, ton truc, c'est de teaser. Tu sais que si tu veux pécho sur Tinder, ça risque d'être moyen, ça, comme présentation. Salut, moi, je m'appelle Alex, j'adore m'isoler. Tinder, c'est quoi? Toi, tu connais Kinder, c'est ça? Ouais, enfin bref. Donc, du coup, pardon, tu t'isoles. À Ouais. forcerie. Non, non, je fais des trainings d'isolation et puis après de danse pure salsa, quoi. Des shines musicaux. Puis j'écoute énormément, énormément de musique. Ouais. C'est très important. Je dis toujours, danser, c'est montrer la musique. Donc, Mais sachant que en salsa, c'est une danse certes à deux, mais il y a aussi effectivement beaucoup de... Ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert ouais. il y a quelques mois, beaucoup de techniques en solo. Bah, en plus, faut pas se leurrer, c'est quand même, enfin, ça tombe sous le sens, c'est que pour danser avec quelqu'un, il faut déjà savoir danser avec soi-même. Oh, c'est beau ça. Bah, je dis la Parce même que, chose avec la masturbation, Alex, tu vois, comme quoi. non, on donne- Mais c'est bah, vrai, il faut c'est déjà pour ça se qu'on connaître s'isole. soi. C'est pour ça qu'on s'isole, c'est pour danser tout seul. Ah oui, d'accord. Non, mais Non, mais sérieusement. en fait, tu peux pas, si tu t'habitues à accepter ton, parce que nous, on a un outil quand même particulièrement utile en danse, c'est le miroir. Le miroir, c'est le meilleur ami du danseur parce que lui, il te ment pas. Il va te renvoyer ce que tu fais. Donc, Hmm. souvent, si tu n'aimes pas ce que tu vois, ben, il va falloir travailler, travailler, travailler pour, jusqu'à ce que tu kiffes. Parce que Moi, si tu ouais. détestes, Moi, je dirais que c'est plus de se filmer. comment? Je dirais que mieux encore que le miroir, c'est de se filmer qui va être
plus révélateur. Parce que au moment où on se regarde dans le miroir, comme c'est au moment présent, c'est ce que c'est. Bien souvent, on ne se voit pas tel qu'on est. On va se trouver, ah, je suis trop gros, ah, j'ai une sale gueule et machin. Ou alors, quelqu'un peut être très narcissique. Et malheureusement, le miroir ne va pas forcément nous renvoyer une image réaliste. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de se faire filmer, d'être à fond déjà dans ce qu'on vit. Parce que le problème du miroir, c'est que si on y prête trop d'attention, on n'est pas dans notre mouvement. Et donc ça peut, justement, en l'occurrence, ça peut nous déconnecter du geste. Et de se voir ensuite, je trouve que c'est plus facile d'avoir un regard critique. Ouais, je suis assez d'accord. Alors bon, après pour des raisons pratiques, moi je pense que les deux sont bien. Après, il y a quelque chose qui doit changer de toute façon, quel que soit l'outil que tu utilises, c'est le regard que tu as sur toi. C'est-à-dire que tu as des gens, même en vidéo, ils ne se voient pas. Ils ne voient pas, Ouais. en fait. Et je le vois par rapport à, Mm. à un exercice qui est assez compliqué, donc tout art, c'est la critique. C'est-à-dire arriver à critiquer quelque chose, ça demande un certain talent, une certaine culture. Et par exemple, tu as des gens sur des shows, ils disent waouh, c'est un truc de dingue et tout, alors que moi, je vois au contraire pas du tout Mm. des trucs de dingue. Et des fois, bah, quand tu travailles, c'est pareil, c'est que des fois, tu as besoin du regard de quelqu'un, Ouais. quelqu'un d'autre, pour te dire écoute, c'est trop ça, c'est trop ça. Et ça, c'est pas facile. Accepter cette critique-là, la prendre pour soi, parce que des fois, elle est maladroite, mais elle peut être néanmoins authentique. C'est pas forcément facile, mais c'est un exercice. Oui, puis parfois aussi, justement, là où toi tu as été dans le jugement de ta performance, où tu ne vas pas réussir à l'apprécier, c'est vrai que d'entendre des gens te dire putain, c'était trop beau, ou on a passé un super moment, c'était tellement agréable de te regarder danser, ça permet de se raccrocher aussi à un autre point qui est important, c'est qu'au-delà de la technique, c'est qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que tu transmets aussi à ton public et surtout par rapport à la danse, tu vois, comme il y a quand même une dimension de spectacle. Moi, je me souviens, moi, j'ai fait une fois un numéro de tissu aérien, j'étais hyper dégoûtée en sortant de scène, j'étais vraiment, je m'en voulais, enfin, j'étais pas bien. Enfin, j'étais en colère contre moi carrément, et les gens ont été tellement élogieux. Alors au départ, je me disais putain, mais ils ont vraiment, ils sont, bah, limite, mais vous êtes con ou quoi? Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, mais il faut que j'accepte ces compliments parce que le compliment, c'était pas, c'est parfait. Parce que de toute manière, voilà, à moins d'être face à des artistes du Cirque du Soleil, voilà, ça ne peut pas vraiment l'être. Mais c'était surtout, ah, ça nous a fait rêver. Et là, tu dis, putain, je crois qu'il n'y a pas meilleur compliment que ça. C'est ouais, effectivement, moi à ce moment-là, j'avais pas la pointe des pieds, mon mouvement n'était pas parfaitement fluide, ah là là, je l'ai pas fait aussi bien que dans les répétitions. Mais vraiment, là où je pense que tu as gagné, c'est quand tu as transmis quelque chose qui fait oublier justement à ton public qu'il s'agit d'un exercice physique. Et pour rattacher à la sexualité, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on n'est pas dans une démonstration de force, mais ce qui va vraiment compter, c'est à quel point l'autre va avoir du plaisir, à quel point on va réussir à échanger quelque chose voilà, de pur. Bah, surtout que nous, en tout cas en salsa, l'une des spécificités, c'est que il y a plusieurs façons de danser la salsa. Il y a la scène, donc là, c'était dans une création chorégraphique. Le but, c'est de créer des émotions dans le public. Mais la plus grande partie de la salsa, aux États-Unis, quand tu vas dans une soirée, on ne dit pas une soirée, on dit un social. Tu vas faire Mhm. du musical. Et en fait, c'est que en fait, tu passes ton temps à te connecter avec l'autre. Mm. C'est un travail de connexion. Le ring de la salsa, le fight, le réel, là où ça pardonne pas les erreurs, enfin, ça pardonne les erreurs, mais disons que là où tu peux difficilement tricher, c'est le dance floor. Et en Ouais. fait, tu invites quelqu'un qui ne te connaît pas, tu le connais, tu le ou tu la connais pas, tu as une musique que parfois tu ne connais pas non plus, tu as des règles, le timing, quelques codes, mais tu as tout à fait le droit d'en sortir tant que tu respectes le langage commun du rythme. Et là, il faut se parler. Et ça va durer 2, 3, 4 minutes. Mm. Donc, tu peux pas tricher en fait. Tu t'es pas entraîné des heures et des heures pour faire Ouais. une choré de 3 minutes. Tu t'es entraîné pour être capable d'improviser tout en prenant en compte. Et moi, j'ai toujours dit la danse en social, c'est un plan 3. La musique, la danseuse et le danseur. Mm. Et en fait, il faut que ça soit bien réparti. Ouais. Pas que Et le. nous avons une question de Seb, Seb SSBD, n'est-ce pas? Qui je l'ai plus sous les yeux, mais qui demandait qu'est-ce que t'as apporté la danse dans ta pratique des arts martiaux et inversement. C'est une bonne Seb question. n'a que des bonnes questions. Ouais, c'est clair. On sent Il faut qu'on se retrouve tous les trois un jour et qu'on se boive une bouteille de rhum, hein, quand même.
Ah, Parce que depuis volontiers. le temps qu'on en parle de cette bouteille de rhum. Mais enfin bref, donc, répondez à la question, monsieur Alex Mas. Alors, alors pour les arts martiaux, je dirais que, enfin, on va plutôt le prendre pour la danse parce que j'ai commencé les arts martiaux bien plus tôt que la danse. Pour la danse, on va dire que les arts martiaux m'ont apporté vraiment une capacité à reproduire très 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 vite. C'est-à-dire que vraiment, je vois toutes les parties, ce qu'on appelle les partner work, toutes les passes, je la vois, je sais la faire, quoi. En droitier, en gaucher, ça me pose aucun problème. Et comme j'ai cette chance d'être aussi musicien, j'avais pas de problème non plus au niveau du rythme. Donc c'est vrai que, d'ailleurs, il y a énormément de pratiquants d'arts martiaux qui sont danseurs et vice-versa. De la même manière que Oui, Bruce c'est vrai. Lee. Ouais, ouais, d'ailleurs, j'ai quelqu'un que je compte inviter dans ce live, je l'avais déjà évoqué, qui est ostéo-kiné et qui est qui lui est plus dans le milieu hip-hop et qui pratique aussi le penchak silat Ouais. et qui danse aussi de la salsa. Donc comme quoi, d'ailleurs, vous êtes les Ah deux ouais, personnes à m'avoir conseillé sur la salsa. Donc ouais, ouais, quand on est passionné du corps, de toute manière, on va explorer c'est le contrôle. plusieurs voies. Dans les deux cas, c'est le contrôle du corps dans un contexte différent, mais c'est le contrôle. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et à l'inverse, la danse dans les arts martiaux, c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, la danse dans les arts martiaux m'a plutôt appris la pédagogie. C'est-à-dire Mm. que prendre des mouvements, parce que enfin, moi, personnellement, je sens beaucoup plus les émotions des gens dans la danse que dans les arts martiaux. C'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, la patience dont tu dois faire preuve quand tu enseignes je crois que je t'en avais déjà parlé, à un ancien du GIGN qui décide de se mettre à la danse pour faire plaisir à sa femme, Mm. et que tu as deux émotions totalement différentes. D'un côté, tu as un rock qui est pas là, qui se dit c'est quoi ce truc de merde, et de l'autre côté, tu as une nana qui est enfin, qui va pouvoir enfin se mettre à, à danser. Il se passe beaucoup de choses, et pédagogiquement, bah, tu peux pas leur dire fais-moi sans pompe, quoi. Ouais. Donc, tu es quand même obligé d'aller chercher des différents leviers pour arriver à leur donner du plaisir. En fait, on va dire, il faut absolument que tu comprennes que tu vas t'amuser. Mais par contre, c'est un peu compliqué au début. Dans les arts martiaux, tu n'as pas ça. Parce que le gars, il vient, si je lui dis c'est comme ça, c'est comme ça. S'il ne me croit pas, ben, il va ailleurs, tant pis. Oui, et puis il y a un esprit guerrier. J'ai l'impression que on parlait des limites, mais c'est vrai qu'un homme peut finalement se sentir plus vulnérable à devoir à un moment donné faire un pas de danse, Alors, qui peut pour lui, dans ses croyances, peut-être être rattaché à une forme de féminité, du coup ça peut le bloquer, ou alors il va falloir qu'il bouge son bassin, d'un seul coup c'est ah bah merde, en fait je me rends compte que j'ai pas trop confiance de mon corps, et parfois ça risque d'être plus effectivement délicat de s'exprimer dans ce type de discipline plutôt que dans un sport de combat où là c'est allez vas-y on fonce. Je le vois aussi dans la souplesse. Moi j'en vois pas mal de mecs qui me disent voilà qui alors tu leur demandes de taper dans un sac, ça y a pas de problème. Mais tu leur dis de rester 8 respirations dans la posture de la grenouille. Là, c'est ah bah non, je peux pas. D'un seul coup, ça devient insupportable. Alors, la posture de la grenouille, pour ceux qui ne connaissent pas, ne commencez pas à imaginer des trucs bizarres. C'est une posture très simple qui consiste à travailler les adducteurs où vous êtes, en fait, vous êtes en posture de grand écart facial, mais les jambes repliées à 90 degrés. Donc en fait, c'est voilà, on est en appui sur les avant-bras, le ventre face au sol et les pattes, voilà, sur les côtés. Donc ça étire les adducteurs. Euh, En plus, c'est une position voilà, certaines personnes vont pas se sentir à l'aise, c'est parce que ah là là, je suis presque à quatre pattes, machin, ça y est, je suis vulnérable. On leur demande de se taper sur la gueule, il n'y a pas de problème, alors qu'il y a plus de risques. Mais tout ce qui est rattaché à la grâce, la sensualité, voilà, le lâcher prise que vont nécessiter par exemple des étirements, il peut y avoir à ce moment-là des résistances. Comment l'expliquez-vous, monsieur Alex Mas? mais d'ailleurs, des fois, ça va même plus loin que ça, parce que moi, pour répondre encore à Seb, un truc qui m'a beaucoup aidé dans la danse, et qui venait des arts martiaux, c'est l'explosivité et le relâcher. Et en fait, ça, c'est toujours marrant quand tu as un mec qui fait de la boxe ou, je sais pas, une discipline martiale et qui commence à danser, qui fait un shine dans lequel, donc un truc en solo, et à un moment donné, on lui demande d'être explosif, d'avoir des appuis stables, ou d'être, voilà, de faire des quarts de tour, etc. Et qui se rend compte qu'en fait, il n'y arrive pas du tout. Et alors là, il y a un énorme problème d'ego. Parce qu'en général, justement, le mec, quand il tape dans le pao, c'est hyper puissant. Quand il met des coups de poing, c'est génial. Mais là, on lui demande une autre forme Mm. d'explosivité, une autre forme d'appui, un truc auquel son système nerveux n'est pas habitué. Et en plus, tu viens ajouter à ça l'émotion d'être ridicule ou de faire un Ouais. truc.
girly, etc. La peur du regard des autres va énormément jouer. Ah, bah, c'est énorme. Moi, j'étais dans une compagnie pro qui s'appelait Allegria Dance Company quand on avait régulièrement des tests où en fait toute la compagnie s'assoit au pied du miroir, toi tu es tout seul, et là il faut t'envoyer. Et régulièrement on coupe la musique et tu as le chorégraphe ou la chorégraphe qui te dit non, non, ça c'est à chier, on n'est pas là pour perdre du temps, donc c'est pas toi qu'on juge, c'est le danseur. Ouais. On te dit non, non, là c'est pas bon, c'est à chier, on reprend, c'est trop ceci, c'est pas assez cela. Alors il s'agit pas d'être méchant, mais il s'agit de te donner des éléments sur Oui, lesquels. oui, puis on va droit au but, quoi. Exactement. Ah ouais. Là, je peux te dire que bah, moi, c'est pareil. Hein, tu me mets en combat et autres, c'est des choses qui me plaisent. Je me sens un peu plus à l'aise parce que j'ai un peu de métier. Mais tu me mettais, j'avais l'impression que c'était un combat dans lequel c'était complètement déséquilibré. 5-6 personnes qui me regardent, un miroir, une musique, tu te réfugies dans ce que tu sais faire. Et puis en fait, c'est pas ce qu'on te demande. On te demande au contraire d'aller chercher d'autres choses, quoi, d'autres émotions, d'être dans des trucs que tu connais pas en fait. J'ai vécu ça en stage de clown. Ah ouais? C'est vrai en plus. Ouais, c'était génial. C'était aux États-Unis avec un clown hyper réputé du Cirque du Soleil. Sachant que là, on parle de. euh, C'était quoi le terme en anglais? C'est physical. Je sais plus, mais en tout cas, c'est l'art d'utiliser son corps à des fins comiques sans utiliser la parole. Et c'est. Alors là, on est. Il n'y a pas mieux en fait pour apprivoiser le ridicule et pour s'y confronter parce que la contrainte, enfin le devoir qu'a un clown, c'est de faire rire son auditoire. Et faire rire, ça ne veut pas dire être ridicule, être pitoyable. C'est très difficile de faire rire des gens. Euh, et donc, ouais, je me suis retrouvée aussi comme toi dans cette posture-là où bah voilà, tous les élèves sont assis dans les tribunes, on est dans un tout petit théâtre, et là le prof te désigne du doigt et tu dis tu y vas. Donc tu dois te mettre derrière le rideau et faire ton entrée, et Hmm. pendant 5 minutes, tu n'as pas le droit de parler et tu dois faire rire. Que de Oh, l'impro. C'est génial. le C'est rire, horrible et génial à la fois. Parce que tu flippes, au départ tu as forcément des gestes auxquels tu vas te rattacher. Au départ, tu te dis, ah ça, je vais faire ça, tiens, ça devrait être drôle. Puis en fait, ça prend pas du tout. Ou alors tu vas le faire une fois, ça va marcher, après tu dis, merde, et maintenant je fais quoi? Mais c'est là où ça devient intéressant. C'est quand tu ne sais plus. Parce que c'est là où il va falloir créer. Et le prof, bien sûr, est là pour orienter. Et au moment où, justement, c'est la panique, et puis tu vas avoir un geste où tu vas juste faire ça, il va dire, ah, refais-le, refais-le. Plus grand, vas-y, fais-le lentement. Et en fait, petit à petit, il va reprendre ta gestuelle naturelle pour en faire une forme, pour la transformer en une forme de chorégraphie. C'est hyper intéressant. Moi, je conseille à tout le monde de s'intéresser au théâtre, à un moment donné, de faire un stage. Vous n'êtes pas obligé de prendre des cours toute l'année, mais de faire un atelier. D'ailleurs, il y a Éric Logérias, dont j'avais suivi le stage qui est axé comédie à Paris. Et si vous le regardez, si vous allez sur son compte Twitter, il vient de poster les dates pour un nouveau stage. Donc je vous le recommande vraiment. Il y a quelqu'un dans le chat qui a posé la question comment faire pour sortir de sa zone de confort. Mais voilà, c'est exactement ce type de méthode. Tout ce qui est... bah d'ailleurs, on appelle ça aussi de l'art-thérapie. Hein. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire du théâtre, faire du chant, mais il y a aussi, plus spécifiquement pour les personnes vraiment qui ont des problèmes d'anxiété, de stress, de complexe, vous pouvez suivre des stages orientés art-thérapie où on va utiliser une activité artistique pour vous amener à prendre confiance en vous et voilà, à vous accompagner dans votre cheminement. mais d'ailleurs, moi, j'ai une élève qui a sorti un bouquin récemment qui s'appelle Salsa Thérapie, que j'ai lu il y a peu de temps, parce que elle me l'a dédicacé, alors j'étais content. Je me suis dit, je vais quand même le lire. Et Mm. c'est rigolo parce que dedans, justement, elle parle un peu de cet aspect thérapeutique de la danse, qui sert un peu d'incubateur pour te sortir de ta zone de confort, pour te forcer à aller voir les autres. Ça te rassure aussi un petit peu parce qu'il y a des codes. Donc, si tu travailles bien, bah, au bout d'un moment, tu vas avoir des résultats, c'est sûr. Et puis, tu te sentiras plus en confiance. Et en fait, c'est dingue. La salsa, la danse, en tout cas, de ce que moi j'en connais, arrive à aider des gens sur des plans auxquels ils ne s'y attendent pas du tout. Et des fois, bien, bien mieux que des séances de psy. Bien Pas sûr.
par un psy, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on oublie, et je pense que toi, tu le sais aussi bien que moi pour le coup, que le corps est un formidable levier en fait, pour aller résoudre des petits problèmes qui, des fois, bah, avec les mots, c'est Mm. difficile. Oui, puisqu'encore une fois, quand on est dans les mots, on est dans le mental. Là-dessus, l'être humain est assez tordu, c'est-à-dire que comme il aime bien cogiter, se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui lui manque, sur ses échecs, il va ruminer. Donc au bout d'un moment, il faut un passage à l'action. Et moi-même, dans mes séances, il n'est pas rare, d'ailleurs je l'ai encore fait hier, que j'encourage la personne justement à suivre des cours de chant. Moi, j'ai un, un jeune homme que j'ai accompagné, qui était dans des problématiques de manque de confiance en lui, entre autres. Je lui ai pris des cours particuliers de flamenco. Et c'est génial parce que le flamenco, alors c'est vrai que chaque danse a son énergie, a sa posture, mais là, en l'occurrence, euh, et ça a très bien marché d'ailleurs, c'est une danse que je recommande aux personnes qui ont du mal à s'affirmer parce que justement, on est dans l'affirmation du corps avec les percussions, on fait du bruit. Là, il n'y a pas de je veux pas déranger. Si, si, tu vas déranger en fait. Tu vas tellement déranger, tu vas prendre de la place et tu vas illuminer la pièce. Et donc, sois fier, sois là. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, le flamenco, c'est vraiment. euh, c'est une danse qui est très autonome, très guerrière, très fière. Enfin voilà, je trouve que c'est intéressant. Alors là, on n'est pas dans la danse à deux, même si. Bien sûr, les danseurs peuvent interagir, il n'y a pas cette même notion de contact, mais par contre, je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette affirmation de soi. Mais tu vois, pour répondre à la question, celui ou celle, je ne sais pas, qui t'a demandé comment on fait pour sortir de sa zone de confort, moi j'ai une réponse qui est assez simple, c'est que tout à l'heure je disais qu'en salsa, le ring, c'est le dance floor. Dans les arts martiaux, pour moi, c'est le combat. Et en fait, ta zone de confort, souvent, elle est là où si tu veux être certain de la rencontrer, il faut aller là où il y a de l'inconnu. Et des choses que tu ne peux pas complètement maîtriser de façon arithmétique. Et le combat, c'est ça. Mm. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arts martiaux qui, pour moi, sont des arts martiaux. Alors, c'est pas l'art martial en soi que je critique, mais c'est la manière de l'enseigner. Ce sont des trucs de mythos parce qu'en fait, ils fuient le cœur de leur discipline. Le cœur de leur discipline, c'est gérer le combat. Donc l'opposition, de l'incertitude, des choses que tu ne sais pas, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il y a un vrai danger ou est-ce qu'on est dans la Corée. Et la danse, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, tu peux être très très bon devant ton miroir, tu peux Mm. te répliquer parce que tu as des facilités ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que ça donne sur scène? Qu'est-ce que ça donne en social quand tu vas rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas sur une musique que tu ne connais pas? Mm. Et la zone de confort, elle est là où tu as de l'incertitude. Mm. Oui, oui, et encore une fois, on le retrouve aussi dans la sexualité, hein, si votre sexualité, alors c'est pas un jugement que j'émets, si j'en parle, c'est parce que j'ai affaire à des personnes qui sont dans ces problématiques-là, des hommes beaucoup, mais ça peut, parfois ça peut être aussi des femmes, mais c'est quand même essentiellement des hommes qui vont parfois s'enfermer pour se rassurer dans une sexualité qui va être très axée autour de la pornographie, autour des rapports avec des escortes. Alors, ok, c'est cool, hein, ils ont des filles, ils ont des rapports avec des femmes qui sont superbes, euh, mais derrière ça, il y a très très souvent, au-delà du fantasme, de l'aspect excitant, hein, très souvent, c'est de la peur. C'est la peur d'être confronté à quelque chose qui nous échappe. Parce qu'à partir du moment où vous êtes face à un être humain, il a sa sensibilité, son passé, ses envies, ses limites. Et c'est vrai que d'avoir un rapport avec quelqu'un dont c'est le métier, d'un seul coup, hop, on est tranquille, on va pas se prendre de râteau, on va pas être déçu, on a une promesse, on a une garantie, et là, l'honneur, entre guillemets, le sens de la virilité est sauf. Mais malheureusement, ça repose sur une illusion. Et je le vois, moi, les hommes, en tout cas, qui finissent par s'enfermer dans ce type de sexualité, finissent par se rendre compte que c'est, au bout d'un moment, c'est pas une solution, parce que c'est, bah ouais, mais en fait, finalement, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, j'aimerais bien tomber amoureux. Bah ouais, mais pour ça, il faut prendre le risque d'être déçu, de décevoir, de pas forcément rencontrer tout de suite la bonne personne, peut-être d'avoir même une panne le premier soir. Et bah oui, ça peut arriver si vous êtes impressionné, amoureux, qu'elle est super belle, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un rapport par exemple, ou que vous n'avez pas senti votre cœur battre. Bah oui, parfois le corps va jouer des tours et il va générer du stress.
et il ne va pas forcément être opérationnel. Mais c'est normal. Mais cette appréhension-là, parfois, est tellement forte qu'on va se dire, ah non, non, je vais verrouiller, et puis je vais me blinder, ou alors je ne vais avoir que des aventures d'un soir, comme ça je suis sûre de ne pas m'engager. Et c'est ce qu'on appelle de l'isolation, monsieur Alex Mas, Mais c'est quelque marrant, part. ce que tu dis, moi je peux te faire des parallèles avec la danse. C'est que tu as des gens, par exemple, qui vont être des spécialistes du cours, donc ils prennent beaucoup de cours, mais quand ils viennent en soirée, ils sont sur le côté, ils n'osent pas inviter. Alors, tu as toujours la machine à prétexte, hein, qui fonctionne bien, hein, monsieur ou madame Ouimet. Oui, mais il y a trop de monde. Oui, mais on ne m'invite pas. Oui, mais j'aime pas cette musique. Oui, mais il est trop tard. Oui, mais pas ce soir. Oui, mais enfin, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Mais en fait, c'est que du coup, ils osent pas. Et alors, quand ils osent, ils vont chercher les gens qui connaissent bien, pas, pas des inconnus, parce que c'est un petit peu gênant. Et en fait, tu as plein de degrés comme ça, de lâcher Mm. prise. Et en plus, ce que je dis toujours, c'est que, et notamment par rapport aux mecs, tu parlais des mecs qui sont avec des escortes, les mecs ont certaines représentations de ce qui est esthétique dans leur corps. Et au début, ils ne le savent pas. Ils ont des représentations, mais qui sont complètement clichés. En danse, la danse, c'est pour les gonzesses, c'est bien connu, c'est pas un truc de bonhomme. Mm. Alors qu'en fait, donc déjà, la vision de la virilité, elle est souvent un peu basique, quoi, très très basique. Et moi, je leur dis toujours, au début, vous arrivez, vous êtes une pièce de bois brute, comme ça, et à l'intérieur, il y a une statuette, très jolie, très belle, très élégante. C'est votre style de danse. Vous ne pouvez pas passer du bloc à ça, c'est pas possible. Donc au début, ça sert à rien d'y aller avec des petits machins et des petits coups. Il faut y aller à grands coups de biseau, quoi. Et tu vas mettre des trucs, tu Mm. vas y aller. Jusqu'à ce que ça commence à prendre une forme Ouais. et que tu comprennes où tu vas. Et puis bah, tu vas commencer à polir et puis aller un peu sur les détails. Bah, ces deux, trois premiers coups de hache, au début, ils sont très difficiles. Parce que Ouais. quand on a Ça un implique gars de la maladresse, ça implique, bah oui, des mouvements, il n'ose pas parce qu'il est comme ça, et lui, il voudrait que ça soit parfait tout de suite, parce qu'il ouais. vient escort girl à une nana qu'il aime et qui est complètement différent, et là, on lui demande d'avoir tout de suite, il voudrait que ça soit parfait tout de suite. Bah, c'est pas possible. Mm. Bah oui, et puis comme en danse par exemple, en danse ça va être, ah bah tiens, il va marcher sur les pieds, il va bousculer sa partenaire. Mais quand on est une femme et qu'on se connaît, on est très indulgente vis-à-vis de ça. Après, Mais c'est grave. vrai, il faut reconnaître qu'il y a des partenaires, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le sexe, qui sont un peu castratrices, un peu dures elles aussi. Et c'est vrai que parfois il y a des rencontres qui font du mal. Il faut reconnaître aussi que certaines femmes ne sont pas forcément dans l'écoute. On a toujours cette image de l'homme fort et la femme qui est une petite chose fragile, mais il y a des femmes aussi qui sont très fortes bien évidemment, mais qui parfois ont tellement cette image du mec qui doit assurer que finalement elles sont très peu tolérantes dès qu'il y a une erreur de fait. Résultat des courses, si on est tous coincés dans nos croyances et dans nos stéréotypes, au bout d'un moment on se casse la gueule. Bah, surtout que, tu vois, moi, c'est en tout cas l'image que je me fais, autant par rapport à un acte sexuel qu'à une danse, c'est que finalement, parce que pourquoi je mets pas les arts martiaux là-dedans? Parce que si on est dans le combat, on pourrait dire que là, si, il y a la sanction, ça peut être le chaos, ou si on veut aller encore plus loin dans la symbolique, la mort. Mais dans le sexe et dans une danse, finalement, tu risques quoi? Tu sais, moi, les Monty Python disent toujours, quand on s'attend au pire, on n'a que des bonnes nouvelles. J'ai Mm. envie de dire, ok, ça serait quoi le pire? C'est-à-dire, ça n'a pas marché, et puis bon, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est pas grave, ça sera l'occasion de le refaire une deuxième fois. Pour la danse, c'est pareil. Bon, bah, tu prends ça avec de l'humour, tu rigoles, t'es un peu gauche, tu t'en sors pas, c'est pas grave, tu vas t'améliorer. Souvent, c'est les projections qu'on a de Ouais, nous-mêmes. ce sont les projections qui nous limitent. C'est terrible, on se censure tout seul. On imagine le regard, le jugement des autres. On anticipe et finalement on s'interdit de vivre des expériences alors que ces expériences, elles nous amènent à nous épanouir. Et donc si tout le monde pense comme ça, on fait rien. Grave. C'est triste. Et après, eh ben, on va regarder des films ou des séries où les gens s'éclatent. On va dire, ah là là, t'as vu, c'est trop bien, ils font ça. Mais on va vivre les choses par procuration. Enfin, je sais pas pour. Enfin, moi, le jour où j'ai commencé à découvrir un porno, je me dis, oh putain, c'est alors trop bien, faut que je le fasse. Et c'est vrai que j'ai tendance à être comme ça. Je vois un truc qui m'inspire et je me dis, oh là là, j'ai trop envie de le faire. Bon, ça peut mener loin Écoute, cette histoire. Ouais, bon, c'était peut-être pas un bon exemple. Ceci dit, nous avons un danseur de tango parmi nous et ça me fait plaisir parce que parallèlement à la salsa portoricaine, figurez-vous que je m'étais aussi inscrite en tango argentin, danse que j'avais un petit peu explorée quand j'étais aux États-Unis et quelle danse magnifique. Moi, ce qui m'a interpellée dernièrement en cours avant le confinement, c'est à un moment donné de me retrouver dans un cours où il y avait que des couples. Et donc là, tu te dis,
Bon, bah ça va, c'est bon, j'ai compris. Tu sais, tu te sens un peu seule dans ces cas-là. Mais il y avait une autre fille aussi qui était toute seule et on a dansé à deux et j'ai pris le rôle de l'homme. Et ben c'était super intéressant. Ça m'a fait comprendre la complexité, la difficulté à être l'homme dans la danse, parce que c'est vrai qu'il y a un côté euh, très traditionnel, voire machiste, dans la danse, mais pas au sens péjoratif. C'est que l'homme dirige, il est fort, la femme le suit, elle lui fait confiance. Ça ne veut pas dire qu'il la domine, ça veut tout simplement dire qu'il y a, encore une fois, une codification. Il va la valoriser, il va justement la mettre en confiance. Voilà, c'est une déesse. Mais pour cela, il faut aussi qu'elle accepte de suivre son partenaire. Et pour moi, le tango, plus que les autres danses, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'enseigne énormément. Parce que, par exemple, en tango, j'ai tendance à simuler. Oui, je simule. Ok. Je simule, c'est-à-dire que je fais semblant de suivre. Il y a un côté de moi euh, voilà, je veux être le leader. Donc moi, ça me force justement à faire confiance et à suivre l'autre. Et en étant dans la posture de l'homme, eh bien, ça m'a fait comprendre voilà, la difficulté technique, parce que c'est quand même beaucoup plus difficile pour les hommes. Et cette complexité, cette subtilité à être effectivement dans la posture de celui qui dirige, mais avec de la douceur, mais avec du respect, avec de l'écoute. On ne peut pas forcer sa danseuse à pivoter en la poussant. Ça ne fonctionne pas. Il faut être connecté d'abord et en fonction de la qualité de cette connexion et de la clarté de notre intention, on va l'amener, elle, à pouvoir justement faire sa technique et à s'exprimer. Je trouve que si on fait un parallèle avec les relations, c'est très enrichissant. Bah, je dis toujours, moi, quand je donne les cours de danse, je leur dis toujours, on ne fait pas tourner sa partenaire, on lui guide autour. C'est pas pareil. C'est-à-dire, je lui donne une information qu'elle va interpréter et elle va tourner. Et en Ouais. fait, permanence en train de proposer des choses. Alors, la lecture est extrêmement rapide, quasi instantanée, parce que c'est ça qui va faire d'ailleurs qu'une danseuse en social est très agréable, c'est qu'elle le lit très clairement ce que fait le gars, ce qui va le pousser lui à être extrêmement précis. Mais à chaque fois, c'est pas une contrainte, c'est un partenariat. Elle accepte, tu lui tends la main, elle propose, enfin tu lui proposes, elle accepte de danser. Et c'est comme ça tout le long. Mm. Et en fait, jamais tu la forces en fait. C'était toujours dans Ouais. la. Et pourtant, ça peut être très passionnel, très intense. Enfin voilà, hein, surtout dans le Exactement. tango. Hein. Dans le tango, il y a quand même cette dimension de je t'aime, je te déteste. C'est vraiment, on n'est pas Et dans d'ailleurs, c'est une c'est dimension. là que la musique entre en jeu, c'est que normalement, alors Ouais. après, c'est perso, mais c'est que quand la musique est extrêmement douce et et compagnie, bah, en fait, il va falloir que tu t'adaptes à la musique et que tu transmettes ça. Il n'y a pas pire pour une danseuse d'entendre la musique d'une certaine manière et d'avoir un danseur qui te la traduit complètement autrement, voire qui ne l'entend même pas. Mm. Et puis des fois, tu as de la musique où à un moment donné, tu as un passage où ça commence à se vénère bien. Et bah là, il faut que le danseur, il envoie, quoi. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement. C'est pour ça que je dis que c'est un plan à trois. Ouais. C'est cette lecture qui peut passer vraiment de l'eau au feu, quoi, dans une seule danse. Mm. Il y a Docteur Raoult Olala qui est dans le chat et qui Ouf. dit, moi j'aimerais bien faire du tango, pas du tango argentin acrobatique, juste un tango classe. Alors, il faut pas, comment dire, il faut faire la distinction, pardon, entre la danse de salon et enfin la danse, comment dire, la danse sportive de compétition où on va être dans le show, où on va, dis-moi si je me trompe Alex, mais où on va se réapproprier des techniques d'une discipline, mais en vue de faire une compète. Donc oui, bien souvent, il y a une part acrobatique, on va y insérer parfois aussi d'autres techniques pour que ça soit le plus spectaculaire possible. Mais face à ça, il y a la danse en elle-même qui, elle, se danse dans l'intimité. Et en l'occurrence, le tango n'est pas forcément enfin normalement, il n'y a pas d'acrobatie d'ailleurs dans le tango. La femme va éventuellement faire des glissés en grand écart, voilà, en posture de fente ou lever la jambe, mais il y a pas de saut, on n'est pas dans du rock non plus. Il me semble qu'elle fait des burpees des fois de temps en temps, non? Oui, c'est ça, effectivement. Et ouais, ou donc avais-je la tête. Mais voilà, il y a.
C'est comme dans les arts martiaux, vous avez des arts martiaux. J'avais dernièrement accueilli Christophe Cario, qui a été plusieurs fois champion du monde de karaté artistique. Ça n'a rien à voir avec ce que vous allez voir dans une démonstration de karaté Kyokushin. On n'est pas du tout dans la même intention. D'un côté, vous avez du show, de l'acrobatie. Voilà, on est dans quelque chose qui se rapproche d'ailleurs d'un travail de cascadeur ou de circassien. C'est pour la scène, et de l'autre, on est dans une dimension qui est plus voilà, dans l'efficacité. Donc c'est pas la même chose, et en danse c'est pareil. On peut avoir de la danse de show, comme on peut avoir une danse absolument intime et sans, voilà, sans triple vrille. Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que en danse, en anglais, en tout cas pour la salsa, on distingue vraiment les trois. C'est-à-dire le danseur de social qui ne fait donc pas de scène, qui n'enseigne pas, etc., machin, qui est juste un danseur qui va en soirée, on l'appelle le social dancer. Celui Mhm. qui va sur la scène, on dit que c'est un performer. Ouais, Et celui qui est enseignant, on dit que c'est un teacher. Et en anglais, en fait, en français, quand tu dis c'est un danseur, bah, en fait, tu sais pas s'il danse pour la scène, s'il danse pour le ouais, social, s'il enseigne la danse. ouais. Ça reste encore assez restreint, alors qu'une fois encore, bah, c'est pas pareil. Tu peux être un excellent performeur et que tu n'aimes pas. Moi, j'étais dans la compagnie dans laquelle j'étais, là, il y avait une des nanas qui disait qu'elle aimait pas trop le social. C'était pas trop son truc. Elle aimait les Non. chorés, le défi. Ouais, ouais, ouais. Ça dépend de son tempérament, de ce qu'on veut T'en as qui, dégager. t'en as qui adorent enseigner, mais qui sont nuls sur scène et qui sont pas forcément de très beaux danseurs, mais par contre d'extraordinaires pédagogues. Et vice-versa. Et c'est pareil pour les arts martiaux d'ailleurs. Tu as des très très bons combattants qui sont de piètres enseignants. Tu as des gens qui sont de très bons enseignants, mais qui par contre bah, sont pas de. Alors moi je pense qu'il y a quand même. Il faut qu'il y ait des liens, des passerelles. On ne peut pas être nul complètement dans un côté et parfait de l'autre côté, mais c'est encore des nuances qui sont importantes à faire quand on se lance dans une discipline, parce qu'effectivement, bah, il y a le tango démonstratif, les petites vidéos qu'on va tourner, et puis il y a le tango que tu vas vivre de l'intérieur, qui sera peut-être pas démonstratif, mais qui, Hmm. à l'intérieur, il se passe plein de choses. Ah oui, oui, ça peut être tout aussi intense. D'ailleurs, pour mes chers modérateurs, vous devriez avoir normalement les liens des réseaux sociaux de Mister Mass avec son site. Ouais, tu m'as envoyé tous les liens. Si vous pouvez les poster pour ceux qui veulent en savoir plus sur Mister Mass, sachant que toi tu es à Aix-en-Provence. Mais d'ailleurs, c'est bien aussi d'accueillir des personnes qui ne sont pas à Paris, parce qu'on on a Oui, tendance à être très... Paris. Pourquoi Aix-en-Provence? Est-ce que tu peux... Non, je sais pas. C'est Bah, parce c'est que très. c'est... Je donné la réponse tout à l'heure. Enfin, j'en avais deux. J'ai deux réponses. La première, c'est que à l'époque, j'étais à Lille. Quand Pardon. l'école de médecine chinoise J'ai éteint ma lumière. Ah bah ça y est, bonne nuit. J'ai débranché ma... Ah bah oui, mais ça, ce sont les aléas du direct. C'est... Attends, oui, pardon. Et là, ça se transforme en film d'horreur en direct. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il manque l'autre partie. Et je sais pas où elle est. Attends. Euh, Bah pourquoi c'est comme ça? Je t'écoute, je t'écoute. Vas-y. Non mais vas-y, je t'écoute, Alex. c'est quoi l'animal que tu as derrière? Ah, c'est un lama, c'est mon lama. T'as un lama dans le dos. Fais gaffe. Non, alors là, c'est un lapin, mais là, j'ai mon lama. Bah oui, 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 je le cale derrière mon dos. Bah oui, alors ça va, ne me jugez pas, j'ai un lama, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vas-y, j'ai un lama. Bon, Donc, alors qu'est-ce que tu disais? ouais, je suis descendu à Aix parce que Ah, on me l'école. demande où est Monsieur Patate, mais il est là, Monsieur Patate, voyons. Tadam! Mais à part ça, tout va bien, hein, je vis trop bien, je vis très très bien mon isolation. Je te laisse parler, Alex, désolé. Il est temps que tu sortes, je pense. Ouais, ouais, non, mais ce sont des longues journées. Ouais, non, je suis descendu dans le sud parce que l'école de médecine chinoise qui s'appelle l'UMEN avait une antenne à Paris et une antenne à Aix. Et moi, il était hors de question que j'aille à Paris. Et à l'époque, j'étais en aïkido, ce qu'on appelle soto deshi, c'est-à-dire j'étais élève permanent d'un enseignant qui était à Aix. Et en fait, je faisais tous ces cours, mais ici, à Aix-en-Provence. Donc du coup, je me suis dit, bah, il faut que j'aille Ah, habiter Aix. c'est plutôt pas mal, Aix, hein, en plus. Ah, extraordinaire ville, rempli de connards, mais vraiment très sympa. Ah, mais
Bah, c'est un peu comme Paris du coup. Mais au moins, t'as peut-être moins un temps de merde que nous. Parce que là, c'est un peu. C'est-à-dire que Ah, tu lèves le volet, tu dis, ah, je vais ouais. peut-être pas sortir en fait. Je vais peut-être rester sur Netflix Non, aujourd'hui. ouais, Tu dis, ouais, non, Aix-en-Provence. je vais peut-être privilégier le télétravail aujourd'hui. Ah, on me demande où est Dodo. Oh putain, Seb! Bah, Dodo. Putain, mais Dodo, c'est vrai, il est où? Et ouais, tu l'as oublié dans un pays. Oh, Dodo! Non, non, Dodo est toujours là. Bah, c'est vrai. Alors, il y a le compte Instagram de Dodo qui s'appelle Dodo Superstar. Et Dodo n'est jamais vraiment loin. Voilà. En général, quand Dodo n'est pas là, c'est qu'il est bourré dans un club de strip. Ou alors Dodo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon doudou de voyage. Tu connais Dodo, Alex? Bien sûr. Bah évidemment. En fait, tout le monde dans les stages de Penchak Silat a rencontré Dodo. Même Molmorny a posé avec Dodo. Enfin, les pires, les pires brigands du Penchak Silat. Michael Ilouz a posé avec Dodo. Frank Ropers a posé avec Dodo aussi. C'est génial. J'ai toute une collection. Il a posé avec Rocco Siffredi. Il a posé avec. Bah ouais, avec les plus grands, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être que toi aussi, un jour, tu auras ta photo avec Dodo. Attends, j'ai une photo de Gareth Evans avec Dodo. Et, Gareth Evans, qui est le réalisateur de The Raid. Alors, attends, il y a c'est qui le patron? une question quand même, là. Maul Morny, Rocco Siffredi, Ah ouais, ça fait beaucoup de... derrière. Voilà, ça fait... Mais il n'y a que dans mon émission où tu rencontreras ce genre d'association de noms. Ça ne s'appelle pas Bien-être et Baston par hasard. Et d'ailleurs, il est déjà 22h45. Ah, Et j'ai promis à mes modérateurs que ce live ne durerait pas plus de 2 heures. Et en même temps, je trouve qu'on a quand même abordé pas mal de sujets. Peut-être qu'y a-t-il quelque chose que tu aimerais aborder. Alors juste, parce que je regarde aussi ce qui se passe dans le chat, mine de rien. vas-y. Je remercie, on m'a envoyé euh, une chaîne YouTube donc de Krista Smith, je ne connais pas, qui fait des super tutos. Moi, il y a un mec que je suis en taekwondo qui s'appelle... merde, comment il s'appelle mince. Il est roux, il fait des putains de tricks. Je crois que c'est. Ah bah, faudra que je le retrouve. Je vous posterai le lien. Et il fait des super techniques de pied, c'est très impressionnant. Avec des tutos. Je regarde. Pardon, je regarde sur le chat. Est-ce que vous pouvez nous montrer... Ouh là là, alors quand on en arrive aux démonstrations, Ah, vous montrer. on peut faire un combat, mais tu vois, en tapant ici là. Ah, Ouais, tu mais, peux faire ça? Vas-y, fais ça. Tu sais, tu non, non, t'arrêtes mais, juste à la limite. non, mais je vais tout me prendre dans la gueule parce qu'il Non, faut non, savoir. mais vas-y, fais-le. Attends, avec ton bras droit. Non, mais Céline, il faut que tu comprennes que j'ai à peu près 2 minutes de décalage entre ce que tu fais. Ah merde! Ah, c'est con. Ah oui, oui, donc ça va pas marcher. Ça y est, tu vois, là maintenant, je vois tes mains, ça y est. Bah oui, parce que du coup, t'aurais pu donner un coup et j'aurais pu faire une réaction, ça aurait pu être marrant et on aurait pu croire que tu me lattais en direct. Ouais, mais Euh, ce serait dit, là, réflexe, quoi. ouais, certes. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer les différents signes de salut à deux mains entre les arts martiaux que vous pratiquez? Salut, frère d'armes, prof et maître. Waouh! Bah, en karaté, en taekwondo, c'est très simple, hein, de toute manière, les saluts sont très... c'est vraiment les mains contre les- les- les côtés externes des cuisses, et puis voilà, on se salue de cette manière-là. Après, en karaté, normalement, pour ceux qui conservent la tradition, il y a un salut qui se pratique en position Seiza sur le sol, donc à genoux, les mains sur les genoux qui sont écartés. On va fermer les yeux, avoir un temps de méditation et éventuellement après on va voilà, se prosterner et saluer voilà, le maître. Mais ça se perd de plus en plus. En taekwondo, c'était quoi? Les pieds n'ont pas le même axe. Il me semble que les pieds en taekwondo sont parallèles alors que en karaté ils sont légèrement ouverts, quoi. Euh, mais voilà, souvent on va s'incliner, on va dire ous. Moi je me souviens que quand j'étais ado, j'avais tellement intégré le ous que je le disais à tout bout de champ, tu vois. Passe-moi le sel, Le pouce. prof de maths, oui donc, ous.
J'adore. Oui, c'est Ginger Ninja Trickster. Merci. Exactement. Je savais qu'il y avait le mot ginger dedans et ninja, mais j'avais oublié le Trickster. Donc, ouais, je vous conseille la chaîne YouTube, le compte Facebook de Ginger Ninja Trickster. Il est hyper impressionnant. Ce mec-là, voilà, il donne la pêche et c'est très beau. Après, il est très souple, il a une très bonne détente. Mais en tout cas, c'est intéressant de le suivre. Et toi, Alex? Et salut. Bah ouais. Alors en Silat, c'est assez varié parce qu'il y a des styles de Silat dans lesquels. Alors moi, dans tous les styles que j'ai pratiqués, il y a toujours deux styles de salut. Un salut très long, qui est plutôt celui que tu vas utiliser dans les démonstrations ou dans des cérémonies, et qui, en fonction des écoles, bah, il va être très près du sol, en cobra, c'est-à-dire une espèce de position qui ressemble un peu à un lotus, avec des bras qui tournent dans ces positions-là. Et puis il va y avoir le salut très court, qui est un peu le salut quotidien de l'entraînement, où là c'est vraiment armat, on joint les mains et on va juste montrer Ouais, mais il ça. y a un salut quand même. Enfin, en tout cas, moi, dans les cours de Michael Iglooz, alors c'est encore un autre style, mais il y a quand même tout un enchaînement, quoi. Et il me semble Ouais, qu'en SSBD aussi, il y a un enchaînement. ouais, en SSBD, on a deux, pareil, Moi, je dis SSBD, c'est plus classe. et on a un long salut. Non, en fait, c'est des écoles qui sont différentes. Alors honnêtement, le salut d'école de Ropers, dont est issu Michael, que je connais pas, hein, mais bon, je l'appelle par son prénom, je dirais genre Mika, salut. Mika, ouais. Et je ne sais pas vraiment d'où il vient, parce que euh, je sais que la filiation, apparemment, c'est Turpin, mais je pense que le salut, ça se dégrade un petit peu, en fait, d'année en année. Et je me demande, mais là, c'est sous couvert d'être fact-checké, si Frank Ropers n'a pas, ce qui serait beaucoup plus logique, finalement, n'a pas créé son propre salut. Bah, je demanderai à Mika, du coup. Ce qui serait logique, en fait, parce qu'en général, Ouais, bah, il faut le personnaliser, puisque c'est ton école, donc, et comme il a appelé son école par son prénom. ouais. Mais nous, en fait, on a un salut en SSBD où on remercie en fait les ancêtres, parce qu'on se dit, comme dit Maul, c'est parce qu'il y en a qui ont coupé des têtes avant nous qu'on sait que cette technique fonctionne. On remercie les ancêtres, on remercie le partenaire, parce que sans partenaire, on ne peut pas travailler. Et au final, après, on a une position où on dit en gros que si on reste ouvert, mais si maintenant tu veux combattre, on est prêt. C'est- C'est le même salut en massage thaï. Ah oui. Normalement, avant un massage thaï, alors il y a éventuellement un mantra de remerciement. Et normalement, alors c'est vrai qu'on ne le voit pas ça dans les salons thaï, les vrais, hein, attention, je ne parle pas des déviances, mais avant un massage thaï, normalement, on a un temps de méditation, on ferme les yeux, on pose une intention. On remercie d'ailleurs la personne d'être disponible parce que se faire toucher n'est pas anodin, c'est une marque de confiance, et on pose l'intention de prendre soin d'elle pour qu'elle se sente mieux. Donc voilà, c'est pas religieux, c'est poser une intention. Et c'est une marque de respect, je trouve ça très bien. Et en plus, c'est une manière aussi de marquer un temps. C'est-à-dire qu'il y a la vie du quotidien, il y a le moment où on est dans les vestiaires, où on peut plaisanter avec ses potes, ou parler aux clients qu'on va masser. Et arrive le moment où ça y est, on rentre dans un autre, euh, un autre rapport au temps et à l'espace où c'est le temps de la pratique. Et c'est vrai que de réaliser ce salut-là, c'est, bah oui, comme son nom l'indique, c'est une salutation, mais c'est aussi une manière de couper avec l'agitation du Ouais. quotidien. Et en termes de concentration, ça fait beaucoup de bien, ça permet de se calmer, quoi. Ouais, bah, je suis assez d'accord. Moi, je dis à mes élèves, nous, on a des saluts, en tout cas en Penchak, parce que j'enseigne plusieurs disciplines, on va dire, au sein du Lojo. Mais en Penchak, j'ai un salut qui est très sobre, très simple, en cercle. Et je dis toujours, moi, je m'en fous, en fait, quelque part de la forme, parce qu'il faut qu'elle corresponde à ta culture, sinon ça n'a pas trop de sens. Mais le plus important, c'est surtout qu'est-ce que ça représente pour toi. Et je dis toujours que ce sont un peu les guillemets du cours. C'est-à-dire que quand tu es dans un dojo, ou peu importe l'endroit où on pratique, tu es dans une boîte dans laquelle tu vas t'entraîner à avoir une certaine attitude. Tu vas faire fi de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, que tu te sois engueulé avec ta femme, ou, Tu vas faire fi. etc. Fi, voilà, T'as fortiori. réussi à le placer, bravo. Et, en fait, tu vas essayer d'avoir une attitude qui, après, restera la même dehors. Et, euh, et en fait, que tu sois fatigué, qu'à un moment donné, il y en a un qui t'ait mal parlé, qu'il y en a un qui t'ait fait un peu mal, etc., en fait, on s'en fout. Entre ces deux guillemets, qui sont les saluts, tu vas vraiment faire un effort pour avoir une attitude, peu importe ton état d'esprit. Et si tu n'es pas disposé à l'avoir entre ces deux guillemets, ne viens pas. Ou alors ne salue pas, parce que ça ne veut rien dire, en fait. Et comme tu es obligé de saluer pour participer, c'est que... Ouais, 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 ça marque un accord en fait. Exactement.
Moi, je trouve que c'est important. Comme l'est d'ailleurs l'uniforme, hein. Il y a des écoles Ouais. qui sont très tradies. C'est aussi une façon de mettre son costume, entre guillemets, son acteur. Bah, moi, je suis pour une tenue qui soit la même pour tous, pour l'uniforme, parce que c'est aussi, alors tu vas dire encore un autre mot fourre-tout, l'ego, mais c'est une manière Et pour aussi le de dire, jeu, ok, on est tous élèves, on est tous au même niveau. Alors oui, certains ont des niveaux plus élevés, mais en fait, peu importe ton âge, ton fric, ton passé, ton expérience, on s'en fout. Dans le cadre d'un dojo, t'es élève. Donc tu hein, fermes super. ta gueule, putain. Et Non mais c'est vrai, et pour le coup l'armée l'enseigne, alors bon, après on peut critiquer l'armée parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus délicat, mais on en revient aussi à la méthode asiatique, il y a le côté, bon au bout d'un moment on arrête de parler, on fait, on est tous au même, on est là pour apprendre, on est là pour apprendre et pour obtenir du résultat. Alors on me dit pas de gros mots Céline, bah oui mais c'est vrai, ce soir je suis grossière, c'est que voulez-vous, je craque. ça fait Mais deux ça quand fait même. du bien. 2 fois, alors. Oui, alors, en même temps, si je puis me permettre, cela peut absolument lancer un nouveau débat autour du mot putain. Pourquoi le mot putain serait considéré comme une insulte et un mot vulgaire, alors que finalement il désigne une profession absolument respectable. Voilà, moi je dis, la question se pose, monsieur Alex Mas, hein, Et pourquoi ben, dénigrer les travailleuses du sexe alors que c'est un travail, après tout, qui existe depuis la nuit des temps? Alors pourquoi ça serait une insulte de bordel de merde? Ça c'est un gros mot. Non mais oh, merci pour l'abonnement, foufouniette. C'est complètement absurde. Bon, bah oui, oh, ça va. Non mais je vais pas être viré de Twitch pour avoir dit ça. C'est un mot qui fait partie du... C'est un truc, moi j'aime bien le mot putain. C'est mon gros mot préféré pour info. Quand je suis contente, je dis putain. Et quand je suis en colère, je dis ah putain. euh, non, moi, Ou alors je dis la barbe. mon mot préféré, c'est vraiment saperlipopette. Ok, d'accord. Bon, Voilà. bah voilà. Je vous présente Alex Mas. Saperlipopette, bande de fiottes! Bande de fiottes, ouais, c'est pas mal. Diantre, quel damoiseau! Eh bien, dis donc, bordel n'est pas une insulte, certes, effectivement. Enfin bon, vous remarquerez que bien souvent, tous ces mots ont quand même un point commun, c'est ils sont liés à la sexualité, et ce n'est quand même pas anodin, parce que pour conclure ce live, encore une fois, on a parlé de sport, mais on a aussi évoqué la sexualité. Et c'est quand même bien dommage de porter un regard, comment dire, critique et de jugement et un regard moral sur quelque chose qui fait partie de notre vie de manière absolument naturelle. Donc voilà, être vivant, c'est utiliser son corps, c'est danser, chanter, crier, c'est parfois aussi se battre. Et se battre, c'est pas forcément détruire, ça peut aussi être une manière de, justement de se confronter à l'effort, à la résistance. C'est aussi se confronter à nos peurs et c'est comme ça justement que le courage peut s'exprimer. Et puis avoir un corps et être vivant, et ben, c'est aussi flirter, séduire, faire l'amour, faire des câlins, c'est tout ça. Et c'est bien, justement, bien l'intérêt d'être vivant, c'est de pouvoir faire tout ça. Donc, si je puis me permettre, vous tous qui êtes connectés ce soir, je vous encourage, même si vous n'êtes pas sportif, je vous encourage en tout cas à explorer, à profiter de votre corps. Après, chacun ses limites, chacun, voilà, ses blessures, chacun ses objectifs aussi. Il ne s'agit pas de, voilà, de devenir un champion olympique, mais en tout cas profitez de votre corps parce que, comme on l'a évoqué durant ce live, c'est une merveilleuse manière d'apprendre à se connaître et d'être en contact avec le monde et de ressentir. Et ça, c'est quand même une sacrée chance. Rien à dire. A fortiori, tu as complètement. Ah merde. Bon, je le refais avec l'accent du sud. Non, mais tu sais, c'est con, mais moi je me dis ça, parfois je me dis quand je serai morte, imaginons que je me transforme en fantôme. Alors déjà, qu'est-ce que je vais faire chez les humains? Alors, je vous souhaite, je ne vous souhaite pas que je me transforme en fantôme parce que je vais être le pire fantôme de l'histoire de tous les fantômes. C'est moi qui ferai grincer les portes. Voilà, Tu m'étonnes, je vous avec ta préviens. culture de cinéma d'horreur, tu vas pouvoir faire Oui, c'est des ça. toutes les. Tous les bruits insupportables, ça sera moi. Sachez-le. Non, mais ça peut paraître très naïf comme réflexion,
Mais je me dis, mais imaginons, voilà, on est éternel, c'est génial, voilà, on peut continuer. Enfin, moi, j'y crois en tout cas. Mais n'empêche que, une fois que tu es désincarné, que tu es mort, tu ne peux plus toucher, tu ne peux plus goûter une tarte tatin, tu ne peux plus toucher la main de quelqu'un, tu peux plus respirer le fondant au chocolat. Oui, bon, je suis très bouffe, certes. Mais voilà, je pense que c'est l'un des privilèges d'être vivant. Oui, on a des maladies, oui, on vieillit, oui, on a du stress, mais quelle chance de pouvoir aussi ressentir. Et voilà, et le sport est probablement l'une des plus belles manières de ressentir. Donc, c'est maintenant votre mission d'aller explorer. Alors bien sûr, on s'adapte à la situation, on sait que c'est pas facile puisque les cours sont fermés. Mais voilà, je vous encourage à explorer. Avez-vous quelque chose à rajouter à cela, monsieur Alex Mas? Eh bien, a fortiori, Anne. Non, écoute, tu as résumé ma pensée, hein. Je pense que quand on avait nos conversations, on n'aura plus rien à dire, maintenant on s'est tout dit. Oui, c'est vrai, on s'est tout dit. On se refait un peu autour de ça. Moi, j'ai été auxiliaire de vie pendant un temps. Je me suis occupé d'une vieille dame. Donc, j'ai vu ce que c'était en fait de voir un corps vieillir, un corps qui s'est plus bougé, qui est atrophié, pour qui c'est, comme dirait Jacques Brel, c'est le lit à la pendule et puis le lit au lit, vraiment très compliqué. Et j'ai aussi, dans mon parcours, rencontré des gens tout aussi âgés, mais qui par contre avaient une forme olympique et qui avaient encore plein de projets à 70 ans, qui se mettaient au tango, Mm. qui faisaient beaucoup de choses. Et je le dirai jamais assez, le mouvement, le corps est important, mais il est important pour le mouvement. C'est vraiment, vraiment indispensable. Et je pense qu'à l'heure où on commence à parler de télétravail, on trouve ça super qu'une fenêtre s'ouvre toute seule, qu'on nous livre notre bouffe et que finalement on reste le cul devant la télé. Il faut de plus en plus se forcer finalement à chercher, peu importe le domaine, que ce soit du cirque, de l'acrobatie, du parcours, du skate, de la danse, des arts martiaux, mais à avoir vraiment du mouvement dans sa vie, quoi. Ça va vraiment, vraiment faire du Bah, le bien. mouvement, c'est la vie, hein. Et C'est clairement, vrai, c'est... Si la vous mort, voulez être parfaitement immobile et en sécurité, vous pouvez vous mettre dans un cercueil et vous, a priori, ça devrait bien se passer, quoi. exactement. C'est un peu dommage. Non, mais c'est vrai, l'ultime sécurité, c'est ça, c'est de ne pas vivre du tout, parce que finalement, le risque, il est partout, dans ce que vous mangez, dans ce que vous respirez, encore plus aujourd'hui. Bah ouais, mais bah, on vit avec tous ces risques-là. C'est bien d'être en vigilance, c'est bien bah, bien sûr, de prendre soin de soi, de faire attention à sa santé, mais attention à ne pas s'enfermer pour autant dans la peur de, voilà, dans la peur d'échouer, dans la peur de tomber. Euh, c'est parfois cette peur-là qui est la plus nocive. A fortiori, tu as tout dit. Euh, Et nous avons Onion Burger Shadow, qui est vraiment, j'adore ce nom, voilà, c'est Onion Burger Shadow, qui dit le curling est un sport intéressant, finalement, je vais profiter de mon corps pour faire du curling. Eh bien, je suis ravie, en tout cas, que ce live ait permis au moins à quelqu'un de se décider à pratiquer le curling. Et tu vois, je me dis, bah, ça valait le coup de faire cette émission si, bah voilà, parfois. On peut toucher des milliers de personnes. Et moi, je me dis ce soir, on a en tout cas touché une personne, Alex, qui, en nous écoutant, et, s'est si on, dit, je vais me mettre et au on peut tout curling. mille fois, non, on peut Oui, mille alors fois toucher. on peut pas tromper Ah, 1000 fois 1000 personnes. Et je crois que c'est probablement la meilleure manière de clôturer ce live. Merci encore. Est-ce que les modérateurs, vous pouvez reposter les liens, s'il vous plaît, d'Alex, pour ceux qui seraient intéressés pour, voilà, si vous êtes à Aix-en-Provence, si vous envisagez de prendre des cours par la suite, si vous voulez voilà, le suivre sur les réseaux sociaux, sachant que, alors je parlais des réseaux sociaux d'Alex, hein, pas des miens. Je vous les avais balancés. Je vous les avais balancés dans Discord. Et puis je le rebalancerai de toute manière dans Discord, enfin voilà, sur la partie stream. Juste une dernière question. Les écoles SSBD en France, on en trouve du coup, il y a Aix-en-Provence avec toi, il y a Paris avec Sébastien Ribac. Est-ce qu'il y a d'autres écoles? non, il n'y en a que deux. Bah merci, t'as bien foutu en l'air l'ambiance, jusqu'à présent tout allait bien. On Et là est tu nous as fracassé, bah super, merci, ça fait plaisir.
Ouais, mais c'est comme ça, la rareté, voilà, c'est tout. On a hésité. À la base, on devait avoir 350 écoles et puis on s'est dit, non, deux, c'est bien en fait. Alors, je vois que le lien n'est pas posté, donc du coup, ça m'énerve. Du coup, je vais le faire moi-même, hein, c'est ça, puisque bah, vous m'y poussez, puisque c'est comme ça, je vais le faire moi-même. Voilà, je vais sur Facebook, je retourne dans les messageries, je retourne dans les messages de Monsieur Alex Mas, et je vais faire un joli copier-coller. Ah, quoi que non, c'est dans Discord. Non, c'est pas dans Discord. Je vais vous le poster. Et oui, SSBD, c'est vrai qu'on l'a pas mal, évoqué. SSBD, ça veut dire quoi? Ah ah, et là, tu sais plus quoi dire. Ici, c'est assez facile. CSBD, c'est-à-dire Silat Soufiane Belladiri. Belladiri, c'est self-défense en malais. Et, Yes. et Soufiane, c'est à la fois un concept, entre guillemets, c'est la poussière, la poudre aux yeux, parce que l'un des Ah, il a cette vision très mécaniste des choses, c'est qu'en fait, on ne va pas ah merde. attaquer la Attends. structure du surtout s'il a une structure très très solide, on va faire en sorte en fait de créer des perturbations pour travailler sur des leviers et le rendre plus faible. On va l'amener là où il est plus faible. Et c'est un peu ce que tu peux retrouver derrière ce concept de Soufiane. Yes, merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai fait une petite Donc, erreur de manip. heureusement qu'on ne sait pas échanger des photos ou des trucs dans le genre. Hein. Putain, ouais, je me suis dit merde. Bah oui, parce que ça fait une capture d'écran. Je dis ah merde. Je m'en suis. T'aimes le Putain, toi. qu'est-ce qu'on s'est échangé à ce moment-là Je vais quand même revérifier parce que ça me fait peur. Non, non, on s'est rien échangé Non, ça va. C'est une de. conversation que je t'avais mis une photo Si, de non, toi, c'est arrivé après, en fait, quand je t'ai demandé des photos. Par contre, ça y est, là, t'es figé. C'est vrai. J'ai des dossiers de monsieur Alex Mas. Non, les photos J'aurais qu'il bien m'a dit que envoyées sont celles que j'ai postées sur les réseaux sociaux. On se calme. J'ai lu garage dans cet échange. Ah oui, on a parlé de garage, c'est vrai? Oh merde! Putain, il faut vraiment, je vais quand même revérifier, ça craint. Bon, eh bien écoutez, monsieur Alex Mas, ça suffit? Il va falloir partir maintenant. ouais. Je te souhaite une bonne soirée. Reste connecté quand même pour que je puisse te dire au revoir. Mais je Aussi. vais interrompre le live. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci d'avoir participé. J'espère que ce live vous a, pardon, ça me fait rire les réactions. J'espère que ce live vous a intéressé. Vous pouvez le retrouver bien sûr dans la partie VOD de la chaîne si vous avez loupé l'émission. Et voilà, n'hésitez pas à regarder les précédentes émissions voilà, où j'ai d'autres invités, où j'ai Christophe Cario, Manuel Ferrara, Jonathan Bellegros qui est coach mental d'athlètes de haut niveau. Enfin voilà, il y a du lourd hein, quand même hein, dans mes guests. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Vitality vendredi 21h30 pour le monde de Néo. Voilà, bonne soirée à tous.